L'IA va démoniser le capital humain. J'ai 5 points de QI de plus que l'autre, que vraiment mes 5 points de QI vont faire une différence. Par contre, ChatGPT aura 500 de QI, probablement pas. Les mecs VC, start-upers, ils ont 5 à 10 ans de retard sur tout le monde. Tu donnes du temps à l'humain, il va se divertir. Être infopreneur est un frein professionnel. Parce que c'est un truc de bouseux. Les mecs qui font des vrais putains de boîtes, c'est qu'ils aiment rarement les infopreneurs. Tout le monde va se faire remplacer par l'IA. Peut-être qu'il faut que quelque chose foire vraiment en Occident pour qu'on se dise, bah ça c'est mieux que ce qu'on a. Moi franchement, je déteste. C'est beaucoup d'inconvénients, c'est beaucoup d'emmerdes. C'est pas juste qu'ils se font chier et qu'ils ont du temps libre. C'est qu'en fait, il y a une angoisse énorme dont ils veulent se détourner. Et comme ils ont buté Jésus et la religion, ils sont encore plus à poil face à cette conscience. J'ai une opportunité que j'ai pas pu faire. S'il y avait un move, je vais pas donner les montants, mais grosso modo, il y avait à gagner. Il y a à peu près n'importe quoi qui est quand même un peu grâce à l'IA et Internet en train de devenir quelque chose qui peut avoir de la, enfin, qui peut tourner en de la valeur économique. Mais tu vois, aujourd'hui, les mecs qui me disent, je veux de la technique, je dis, bah, allez voir la chaîne de Valère. Aujourd'hui, je reçois Arnaud Labossière. Très content de te recevoir sur la chaîne. Beaucoup de gens m'ont demandé ce podcast. J'ai envie de commencer. Je pense que la plupart des gens te connaissent. Tout le monde te connaît. Voilà, t'es super connu dans le milieu. Ça fait très longtemps que t'es là. T'es le père originel du marketing français, pour ceux qui ne te connaissent pas. Donc, très content de te recevoir ici sur la chaîne. J'aimerais commencer tout de suite par un sujet dans lequel on est en contre-indication et on n'est pas du tout d'accord. On va parler dans un premier temps 4L. Dans le suite de la vidéo, on va parler de plusieurs sujets. Web3, infoprenariat, business en règle générale. Enfin, beaucoup de sujets, économie, mais enfin, oui, j'ai fait mon travail aujourd'hui. Donc, on va commencer directement dans le vif du sujet. J'aime pas les podcasts où ils perdent trop de temps à se présenter. Alors moi, quand j'avais 14 ans, je sais pas quoi. Ok. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement les 4L? Moi, c'est un sujet sur lequel je suis absolument anti 4L. Je pense que ça va être intéressant d'en discuter. Est-ce que tu peux nous présenter cette expérience, enfin cette pensée que tu as? Bien sûr. Les 4L, c'est un prisme business où j'essaie de tout simplifier. Donc, il y a 4L, low tech, low cost, low human, low complexity. Et c'est cette idée qu'en fait, les trucs compliqués, ça marche pas. Les trucs compliqués entraînent une inflation des humains, une inflation des process, une inflation des coûts, une inflation des trucs qui foirent, des trucs qu'il faut maintenir, etc. Et qu'en fait, les business qui performent le mieux, ce sont les business qui sont simples. Les produits qui marchent le mieux sont les produits qui sont simples. Les messages qui marchent le mieux sont les messages qui sont simples, etc. Donc, en gros, c'est une hymne à la simplicité. Et en fait, il y a un peu il y a un peu la blague, tu sais, la courbe de Gauss avec, tu sais, les left curves qui sont méga débiles, les right curves qui sont méga brillants, et tous les gens mid curve. Et quand tu es très mid curve, et en particulier européen, il y a cette jouissance finalement de la complexité. Oh putain, l'idée elle est compliquée. Oh, on a des process, on a des funnels, des automations, des machins, des trucs, des sous-bidules, et des tiroirs dans des tiroirs. C'est très stimulant intellectuellement, et j'ai beaucoup été séduit par ça pendant ma carrière, entre guillemets, et je suis arrivé à la conclusion, qui peut être erronée, et je suis tout à fait open à la challenger, que en fait les trucs compliqués ça crée plus de problèmes que les trucs simples ne créent peu de problèmes, et comme il y a peu de problèmes, tu peux te focaliser sur ce qui crée de la valeur ajoutée et scaler. Voilà, c'est un peu ça le point de départ des 4L. Alors, tu dis la plupart des gros produits qui scale. Alors, je suis d'accord avec toi, simplicity scale, ça c'est vraiment la base. Si ça part dans tous les sens, c'est trop le bordel. Je pense que aujourd'hui, justement, euh, low tech. Aujourd'hui, tout est plus ou moins low tech. C'est-à-dire qu'en 3 prompts, t'as à peu près, tu répliques n'importe quel SaaS. Même les plus gros SaaS qu'on utilise. En vrai, enfin voilà, maintenant t'as Lovable. Tu fais ton site internet en 2 secondes. T'as n'importe quoi pour faire n'importe quel tech. Donc ça, low tech, c'est un peu malgré nous, dans le sens où tout est centralisé maintenant dans 3 IA. Non, t'as des mecs qui vont s'amuser à tout coder en dur tout le temps. Il y a des gens qui feraient des automations pas possibles. Donc, il y a quand même une sensibilité, enfin, un désir de certains d'aller complexifier le côté techno. Même si j'entends qu'on converge vers des solutions clés en main, peu onéreuses et très efficaces et voilà. Bon, ok. 100%. Low tech, c'est peut-être là où on est le plus d'accord. Maintenant, le low cost. Low cost, moi, je suis vraiment d'avis que, en fait, faut littéralement, justement, tout réinvestir. On est dans un moment où, euh, si 3 ans maximum, la plupart des gens, ils vont se faire remplacer par une IA. Du coup, ils vont avoir 90% de leur temps libre. Donc, ils vont faire simplement confiance aux marques et aux brands. Et que si on s'installe pas en tant que marque ou en tant que brand sur le marché, donc en réinvestissant tout là où les gens ils veulent faire du cash à court terme en ce moment même, si on réinvestit tout et juste on extend notre image de marque sur n'importe quelle industrie, hein, pas l'info, pas l'e-commerce, mais le tout en règle générale, ça fait gagner la confiance des gens et je pense que ce sera la chose la plus valuable. Et là où la plupart des gens ils vont faire l'erreur de garder le coût et le mettre dans le compte en banque, moi je suis vraiment en mode limite, c'est le moment où faire des levées de fonds. C'est le moment sexy, c'est en ce moment, faut faire des levées de fonds et tout dépenser. Si tu veux lever de fonds, oui, si t'es sur un truc qui est bullish, tu peux lever, pourquoi pas. Après, simplement du business online où personne n'a jamais fait une levée de fonds, donc tout le monde fantasme un peu sur le truc, mais ok.
Après, investir dans sa marque personnelle, je suis en harmonie avec ça. Surtout les marques qui précèdent l'ère du full deepfake, peut-être qu'elles auront un premium. Tu vois, si tu as existé avant le full deepfake, on dirait, bah, lui, il existe pour de vrai. Peut-être qu'il y aura un petit cachet artisanal premium, pourquoi pas. Si tu veux, sur l'idée du réinvestissement massif. Tu sais, tous les deux, on est un peu dans le monde, ok, e-com, infobiz, affiliation, cash flow un peu rapide, peut-être pas facile, mais rapide. Et j'ai passé 10 ans là-dedans. J'ai vu quasiment personne exiter cette industrie avec de l'argent. J'ai vu beaucoup de gens faire beaucoup d'argent. Et puis réinvestir, et puis machin, puis bidule, et puis vas-y, les personal brands, et puis vas-y, je prends la Richard Mille, parce que comme ça, la personal brand, elle va exploser, les trucs de ouf, et puis, ouais, gros studio, gros team, gros machin, et puis vas-y, gros lifestyle, et gros machin. Et puis, ouais, vas-y, on refout en ads, on refout en ads, on refout en ads, parce que, et j'ai vu très peu de gens exiter cette industrie avec de l'argent. Ce qui est amusant, on peut même se dire, c'est qu'il y a besoin de truc karmique, c'est qu'on est fondamentalement dans des industries où le delta entre la valeur qu'on crée et la valeur qu'on capte est soit petit, soit négatif. Tu sais, genre, dans une startup normale, l'idée, c'est, ok, tu crées de la valeur économique dans le monde, et tu sais, d'en capturer une partie. Le gros des business online, les gens captent plus de valeur qu'ils créent. Donc, tu as un delta négatif, souvent, et ça pourrait expliquer qu'en fait, karmiquement, tu repars une main devant, une main derrière avec rien. Ah bon, ça, c'est une théorie un peu karmique. Mais j'ai vu tellement de gens repartir avec rien, que je suis en mode, ouais, bah, tu sais, si jamais tu peux juste prendre une partie de tes gains, et les caser en, après chacun ses préférences d'un point de vue investissement, c'est de l'or, du BTC, de l'immobilier, du S&P 500, peu importe. Mais tu vas stacker ça de l'autre côté. À la fin, je dirais, de la décennie, à la fin des 5 ans, à la fin des 3 ans, ça fait une grosse différence. Il y a ceux qui l'ont fait, ceux qui l'ont pas fait. Également, la seule vraie métrique du business online, ou du business tout court, c'est l'argent que tu arrives à sortir. On est dans une espèce de casino, une espèce de jeu vidéo. Okay. Alors, jeu vidéo, c'est plus flatteur que casino. On rejoue, les ads sont favorables, tu mets hop, t'as un ROAS qui est bon, ok, tu remets, t'as un ROAS qui est bon, etc. Il y a un jour, ça s'arrête. Et quand ça va s'arrêter, t'auras mis combien de côté? Toi, tu réinvestis tout comme un dingue, imagine. Enfin, pas toi, individuellement, mais imagine. Tu réinvestis tout comme un dingue en personal brand. Tu mets le paquet. Et en lead et en tout ça. Je parle pas spécialement en personal brand, mais en général. Mais ouais, vas-y. Ok. Bah, mettons que tout ça, ça vale plus rien dans 3 ans, dans 5 ans. Bah, en fait, tu dis, ok, j'investis, mais, tu me dire, c'est la même problématique, c'est tu sors du capital, enfin, il faut aussi te mettre dans quelque chose qui peut tenir à l'ère de l'IA. Mais tu réinvestis dans ton business, il devient un prompt demain, ta personal brand, elle devient un UGC AI auto-généré, auto-programmé dans 5 ans. Qu'est-ce que ça vaut? Donc moi je trouve que l'idée de parquer du cash en dehors du jeu vidéo, après 10 ans finalement dans le jeu vidéo, il y a ceux qui ont parqué en dehors, ceux qui n'ont pas parqué, ceux qui avaient fait un exit miraculeux, mais il y en a très peu, et finalement la plupart des gens repartent une main devant, une main derrière. Prenante. La plupart des gens, il y a quand même énormément, une grosse partie qui va vraiment capter une grosse valeur économique. Enfin, on le voit à Dubaï. Peut-être que les gens, on le voit à Dubaï, on voit les mecs arriver à Dubaï, on voit les mecs acheter des bagnoles, on voit les mecs flamber, on voit la plupart des mecs partir au bout de 2 ans. Ouais, c'est vrai, non, mais il y en a quand même beaucoup qui restent aussi. Il y en a beaucoup qui sont énormément dessous. Bien sûr. 100%. Évidemment, mais le fait qu'il y ait quelques anomalies justifie pas le fait que ça vaut le coup de stacker du capital en dehors. Il y a quand même une grande partie des gens qui arrivent à Dubaï et qui se mettent bien sur plusieurs générations. Mais quand je parle de low cost, je parle plus de la logique hors infoprenariat, même e-commerce. Quoique e-commerce, pour moi, je vois les plus grosses brands qui ont vraiment explosé, donc plus de 100 millions de valorisation. C'est juste des brands, les 2 premières années, en fait, elles réinvestissent tout, que ce soit en branding, influenceur, que ce soit juste en branding. Je suis pas en train de dire que tu dois fonctionner avec 2 malgaches, un philippin, faire des produits de merde et faire daube. Ce que je veux dire, c'est que la grande séduction du je réinvestis, j'achète, je prends des bureaux, des locaux, des mecs, je commence à payer des mecs 5000 balles, etc. Ça porte pas vraiment ses fruits. 100%. Et puis, il faut pas confondre les business à cash flow et les business à valorisation. À un moment, tu fais de l'infoprenariat, c'est pas pour valoriser le truc, tu es là pour faire du cash flow. 100%. Je suis totalement d'accord avec toi et je suis un peu le connard pour challenger cette idée qui, moi, je trouve intéressante sur le papier. Simplement, je vois pas comment tu fais vraiment des grosses boîtes avec moins de 10 humains, avec soit une structure de coût à 1 million par an minimum. Sans de la Mais ça dépend vraiment par la grosse boîte. Et puis, tu sais, enfin, ça dépend ce que je veux dire par la grosse boîte. Et ça dépend, ok, t'es à 1 million de coûts humains, mais tu fais 100 millions. T'es low cost. Ouais, mais pour 1 million de coûts humains et t'es 2 millions, t'es pas low cost, quoi. aujourd'hui, il y a de plus en plus de boîtes qu'on peut employer. Il y a la boîte derrière USDT. Tether, oui, enfin, il y a les classiques Tether, OnlyFans, Hyperliquid et quelques boîtes comme ça
où les mecs avec 30 employés font des milliards par an. Mais tu vois, c'est peut-être représentatif aussi d'une nouvelle tendance. Absolument, et c'est là où ce que je voulais aller, c'est qu'il y a de plus en plus de business 4L, comme tous les business que tu as cités à l'instant, mais à l'opposé, il y a aussi énormément de business à 10% de marge, à des millions d'employés. Enfin, Amazon, c'est un peu l'exemple classique, mais enfin, ils ont des millions d'employés, ils ont 5-10% de marge, 15% de marge. En fait, ça reste une des plus grosses boîtes. C'est pareil pour les plus grosses boîtes aujourd'hui. Même les nouvelles émergentes. Les gens, ils travaillent peu de marge. Des gens qui nous écoutent, la plupart des gens qui nous écoutent sont pas en train de faire Amazon. La plupart des gens qui nous écoutent veulent soit faire une startup en se faisant des nœuds dans le cerveau avec des tiroirs dans le tiroir, dans le tiroir, dans le tiroir, de la feature, de la feature, de la feature, de la feature, ou veulent lancer un petit business online, ils trouvent une excuse avant l'excuse et puis une raison avant la raison. Et puis en fait, on va quand même complexifier le truc. Alors on pourrait copier les États-Unis, mais en fait non, j'ai ma petite sensibilité artistique. Et puis je me lance pas tant que j'ai pas bidule chouette. Et puis en fait, même si j'ai des trucs mûches, bah, je veux quand même, et vas-y que ça se fait des nœuds dans le cerveau indéfiniment. C'est que la plupart des gens se font des putains de nœuds dans le cerveau indéfiniment. Et si tu leur dis, vas-y, prends un prisme 4L, brutalise le truc, arrête les conneries, arrête de te palucher, ok? Une fois que tu as posé ça, et que tu l'as vraiment posé, que tu l'as exécuté, si maintenant tu veux réinvestir, bah, réinvestis. Si maintenant tu veux complexifier et rajouter une gamme de produits plus large, pourquoi pas? Et commence par le 4L. Le truc, c'est qu'en fait, est-ce que tu veux finir avec du 4L ou commencer avec du 4L? Tu veux principalement commencer avec du 4L. Mais genre, si tu veux commencer et tu veux avoir une gamme de 14 produits, 100%. Le 4L, si je devais le résumer, le gros avantage, c'est que ça évite de se tromper. C'est que tu restes dans le 4L, tu sais que tu vas pas finir à faire des grosses conneries. Maintenant, aujourd'hui, toi, tu dis que tu es dans une logique 4L encore aujourd'hui. Pourquoi, avec ton skill set actuel, enfin, tout ce que tu as bâti, pourquoi est-ce que tu restes dans la logique 4L par plaisir personnel, juste pas envie de non, me prendre un peu cette logique? moi aujourd'hui, je suis principalement investisseur et advisor. Je suis beaucoup moins dans l'opérationnel. En fait, je me suis rendu compte que l'entrepreneuriat, c'est un mensonge. Euh, que j'aurais jamais dû être entrepreneur, que je déteste ça, que gérer des gens et des business, je trouve ça horrible. Par contre, comprendre des idées, des thèses et allouer du capital, je trouve ça extrêmement stimulant et je peux effectivement fonctionner en 4L max là-dessus. Et après, les boîtes dans lesquelles je vais être advisor ou investisseur, très souvent, je vais essayer de forcer le 4L. Enfin, forcer, j'impose pas mes trucs, mais en gros, d'essayer d'aller canaliser les gars en mode, OK, est-ce qu'on peut faire plus simple? Est-ce qu'on peut shipper plus rapidement? Est-ce qu'on peut enlever des features? Est-ce qu'on peut décomplexifier les choses? Est-ce qu'on a besoin de cet humain? Est-ce que cette dépense est nécessaire? Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui a un meilleur levier ou un meilleur accélérateur, un meilleur rendement? Et moi, je reste sur ce principe-là. Après, c'est pas une religion. Je suis juste arrivé un peu à la conclusion que les idées compliquées, les théories compliquées, les projets compliqués, que ce soit dans la vie économique, politique, sociale, il y a des trucs compliqués, ça à voir. Dans les bagnoles, alors, les montres suisses, là, 400 000 balles, t'attends 5 ans pour l'avoir, au bout de 6 mois, l'aiguille, elle bouge plus. Enfin, tu veux dire, mais les mecs, ils ont pensé à un nouveau tourbillon de trucs, de machins, de tu vois ce que tu vas avoir. Ouais, super les mecs. Bon, ok, sauf que là, la montre concrètement, elle n'est pas l'heure, quoi. Tous les mecs qui ont des bagnoles à plus de 300 000 balles, les caisses ont toujours des problèmes. Alors, tu vas me dire, à Dubaï, il fait 42 degrés, donc ça va être pas la bagnole non plus. On en est d'accord. Mais les mecs qui ont des bagnoles à 400 000 balles ont toujours des problèmes avec leur bagnole. Il y a toujours une connerie, quoi. Il y a toujours un truc, Porsche, c'est un peu le sweet spot où t'as très peu de problèmes. C'est cher, c'est pas trop cher, t'as pas trop de conneries. Et encore. Franchement, je vais pas commencer à les clasher, mais j'ai eu quelques XP qui étaient pas bonnes, hein. Ouais, 100%. T'as parlé à l'instant, donc moi 4L, Ouais. je trouve le cours principal c'est d'arrêter de se foirer. Aujourd'hui, tu appliques toujours le 4L dans ta vie. Mhm. Est-ce que tu l'appliques simplement dans le business ou tu es en mode me faites pas chier, même pour mon lifestyle, je suis 4L, pour ma vie en règle générale, c'est un peu un principe de vie. C'est quoi un peu ton ressenti vis-à-vis de ça? C'est un principe de vie. Les trucs compliqués ne marchent pas. En fait, maintenant, j'appelle ça les trucs de blanc. C'est en mode, viens, on va créer du risque. Viens, on va faire de la plongée. Viens, on va faire du saut en parachute. Non. Risque reward éclaté. J'ai pas envie de ça. Donc, en fait, on a le droit d'être raciste quand sa propre race, hein. Ça marche, hein. Non? Le droit, normalement, ouais. C'est ça le truc, là. Et les asiates, on a le droit aussi, je crois. Enfin, il y a un truc comme ça. J'ai pas tout compris. Pas qu'on s'en fout. C'est un truc de blanc. C'est un truc de, vas-y, viens, on se complique. Viens, on a fait des études, on va faire un plan compliqué. Et tu sais, genre, genre, t'allumes la télé, tu vois tous les mecs des gouvernements, enfin, tous les gouvernements successifs en France, ils sont tous avec des plans ultra compliqués. Non, ça marche jamais. Truc compliqué, ça marche pas. Et puis même, en fait, faire quelque chose est tellement dur que, putain, je commence à faire un truc simple et après, optimise. Enfin, après, complexifier si tu veux, mais enfin, la simplicité du message, la simplicité du projet, la simplicité du positionnement, la simplicité des choix, la simplicité du dress code. En fait, c'est pas un appauvrissement.
au sens, tu vois, où la vie n'a plus de saveur. Tu peux te focaliser sur boire uniquement le meilleur thé au monde. Mais t'en bois qu'un seul, quoi. T'es pas là et ça compte, t'es chez toi. T'as le meilleur thé au monde. Donc, ça permet finalement de maximiser l'expérience, de maximiser l'efficacité. Donc, moi, Ouais, je trouve mon bonheur et ma plénitude là-dedans, quoi. 100%. En vrai, ça fait sens. Je voulais juste challenger un peu cette hypothèse, cette vision, aller un peu plus dans les détails vis-à-vis de ça. Moi, je suis en accord en vrai sur le low tech, low complexity. Maintenant, je suis en mode, moi, je veux une structure de coût énorme et avec le maximum d'humains. Mais bon, enfin, le Mais je dirais, maximum. toi, t'as trouvé ta thèse avec, avec ton modèle d'affaires, avec tes playbooks de scaling. T'as trouvé ta thèse, t'as vérifié ta thèse fait de l'argent, t'es là depuis longtemps, t'as accumulé de la thune, t'as accumulé de l'XP. Bah, ce que tu dis fait grave sens. Enfin, toi, j'ai aucune résistance contre ce que tu dis, hein. Ouais, 100%. Bah, fondamentalement, moi non plus, parce que c'est en accord avec toi-même et ce que tu es, et ça se reflète dans le business. C'est comme ça qu'on marche. Je dis, il y a autant enfin, de modèles qu'il y a d'entrepreneurs, souvent. Enfin, c'est une phrase un peu toute faite, mais voilà, à l'instant, tu as dit, dans le sens où, par exemple, moi, je vais avoir aucun problème à avoir beaucoup d'humains sous gestion et vraiment réussir à bien les manager. Par exemple, c'est peut-être pas forcément ton cas. Tu l'as dit dans l'introduction que ça te saoulait. Moi, c'est quelque chose qui personnellement, bah, ça change rien, quoi. À la limite, je suis content parce que du coup, il y a plus de choses de fait. Et c'est mieux fait avec plus de subtilité que de l'IA. T'as dit à l'instant, le challenge, c'est de pas se, c'est d'investir son fric, le profit qu'on fait, au lieu de le mettre dans le coût de la boîte, dans quelque chose Oui, qui va non, pas. au lieu de le réinvestir à 100% dans la boîte. Et ouais, exactement. Le profit qu'on arrive à dégager de ces activités, tu lances ton petit shop en e-com, boum, t'as 300K, 500K, 1 million, dans quelque chose qui va pas se faire remplacer par l'IA. Juste avant, on parlait de démonétisation Mhm. aussi. C'est quoi un peu la logique d'investissement? Est-ce qu'aujourd'hui tu investis sur tes idées, sur ta vision du futur, sur les différentes trends, sur des principes que tu vois? Est-ce que tu passes par le filtre, faut pas que ce truc qui se fasse remplacer par l'IA, j'investis pas dessus? Euh, je peux développer aussi ton idée de démonétisation dont tu as parlé à l'instant, c'est Je vais pas forcément faire la liste des invests que je fais, 100%. mais j'ai juste un peu listé des morceaux de pensée qui certains sont en contradiction les uns par rapport aux autres. Le premier morceau de pensée, c'est il y a une démonétisation du capital humain avec l'IA. Donc en gros, le machinisme, la révolution industrielle a démonétisé quelque part la force physique. Donc t'es plus fort ou moins fort, t'es plus sur un bouton, ça change plus grand chose. L'IA est potentiellement, progressivement, en train de démonétiser le capital humain. Ah, t'es plus intelligent, j'ai 5 points de QI de plus que l'autre, parce que vraiment mes 5 points de QI vont faire une différence, quand ChatGPT aura 500 de QI. Probablement pas. Donc il y a une démonétisation du capital humain, il y a une démonétisation progressive d'énormément de métiers. Alors, on ne tombe pas dans le fantasme demain on aura remplacé les avocats, les médecins et tout le reste en 24 mois, mais il y a une tendance à la démonétisation, une tendance à la difficulté de plus en plus de métiers de justifier des capter de la valeur ajoutée. Il y a quelques années, on pouvait payer un avocat pour faire des conditions générales de vente, pour un petit site e-commerce, machin. Aujourd'hui, non. Tu vois, enfin, lâcher plus de 300 balles à l'avocat, c'est hors de question, quoi. On fait faire par ChatGPT, il vérifie et c'est fini, quoi. Pour un site où il y a peu d'enjeux, enfin, tu fais un truc, une activité régulée. Absolument. Donc le premier point, c'est il y a cette démonétisation du capital humain et aussi cette démonétisation de la technologie. Il y a de plus en plus de startups qui vont devenir des prompts sur ChatGPT. Toi, tu prends même Lovable, quoi. Ça vaut 1,8 milliard, mais Lovable, c'est un wrapper de Claude AI. Il faut combien de temps avant qu'en fait Claude AI fasse juste la même chose et qu'en fait le wrapper ne serve plus à rien. Euh, t'as ChatGPT qui a introduit un système d'agent, où tu fais des workflows. Finalement, alors on n'est pas encore en train de défoncer N8N, Make.com et Zapier. Ouais, mais dans 6, 12, 18 mois, problème, tu vois. Et donc, un des grands véhicules quelque part de création de valeur économique et de captation, de capture de valeur économique, ça a été les startups. C'est remis en question. Ça a été, gérer les métiers intellectuels, banquiers, médecins, juristes, C-level exécutives dans des grosses boîtes. Ça a été remis en question. Donc on est en train de vivre une grande démonétisation. Pas de tout, pas du jour au lendemain, mais une tendance à la démonétisation. Tu sais, avec la révolution industrielle, il y avait un truc que Marx appelait la marchandisation du monde. C'est que tout devenait une marchandise. C'est vrai. L'amour, c'est devenu une marchandise, les organes, c'est devenu une marchandise, tout est une marchandise. Et là, on peut se demander s'il n'y a pas un mouvement inverse qui a lieu, où il y a un peu plus de choses qui étaient des marchandises, qui avaient une valeur marchande, qui n'en a plus, qui est démonétisée. Et ça amène vraiment à s'interroger sur, tu prends les boîtes du CAC 40, tu prends les boîtes du S&P 500, tu prends les boîtes du Nasdaq, combien de temps il reste? Un élément de réponse sur le monologue qui est un peu long, c'est tu peux tenir sur deux choses.
L'extrême relation, l'extrême technologie. L'extrême relation, c'est tes Airbnb. Est-ce que tu peux vibe coder Airbnb sur Lovable? Oui. Aussi bien, peut-être pas, avec les algorithmes d'optimisation et tout, peut-être pas. Mais est-ce que tu peux faire un MVP en week-end? Absolument. Ce qui fait la valeur d'Airbnb, c'est la communauté. C'est les fameuses règles de la communauté là, qui m'ont banni. Mais c'est la communauté, tu vois. Ça, tu peux pas le vibe coder. De l'autre côté, tu vas avoir de l'extrême techno, en particulier de l'infrastructure. Tes Stripe, t'as une infrastructure de paiement globalisée, suroptimisée, avec tous les partenaires bancaires, cartes, Visa, Mastercard, etc. Ça, tu peux pas le vibe coder. Donc en gros, si ta techno, elle fait de l'infra ou qu'il a une dimension de relation humaine énorme, potentiellement, tu as une barrière face à la disruption. Donc, je vais prendre ces éléments-là en compte. D'un autre côté, faut pas sous-estimer l'inertie du monde. Dès que tu as un peu le nez dans la techno, tu as l'impression que ça va très vite, que tout change, que dans 12 mois, le monde sera complètement différent. Bon, pour de vrai, on est en 2025, fin 2025, sur GPT, là, depuis 2022, le monde n'a pas changé. Hein. Il y a quelques mecs qui ont gagné en productivité, quelques étudiants qui ont perdu des points de QI, mais si tu veux, le monde n'a pas changé. Donc, faut pas sous-estimer vraiment l'inertie. C'est à beau avoir raison sur la trend, ce qui compte, c'est beaucoup le timing. Tu vois, moi, en 2021, j'avais vraiment holdé tous mes bitcoins. J'étais bitcoin maximaliste, enfin pas maximaliste, mais j'avais une grosse partie de ma net worth en bitcoin. Je me suis dit, ok, je garde des bitcoins. Parce que c'est l'avenir et ça va durer. Alors, sur la tendance, j'avais raison, sur le timing, j'avais pas raison. Et il est passé à 15 000 balles, ça a été un peu solitaire, quand même, le bear market. Donc, tu vois, il faut pas tomber dans la tentation un peu absolutiste de se dire ok, tout est disrupté en 24 mois. Par exemple, j'ai investi dans une boîte qui est une boîte de newsletter qui s'appelle The Next Big Shit, qui est à mes yeux, mais je suis biaisé, la meilleure newsletter, on va dire business économie en France, quoi. 30 000 abonnés et 100 000 bientôt. Et en fait, j'ai beaucoup hésité, mais je me suis dit, mais attends, mais on vend du contenu, ChatGPT fait du contenu, enfin, je veux dire, est-ce que vraiment, bah ouais, vraiment, les gens ils kiffent, le taux d'ouverture est ultra élevé, les lecteurs adorent, et ça se monétise. Peut-être un jour, on verra correctement ça. On a encore sur sa monétisation, on est pas, enfin, on est très bon croissante, un peu moins bon monétisation ce jour. C'est de l'inertie pure. C'est un bet complètement inertique. Donc, première pensée, la démonétisation. Deuxième pensée, l'inertie, qui sont deux forces contradictoires. Après, moi, je vais aussi bet un peu sur l'autisme. Trouver des gens qui ont vraiment une approche autistique antisociale. Donc, ils ont un sujet, ils ont une thèse sur un sujet, ils l'ont digué, ils l'ont creusé comme personne. Tu sais, c'est le test du dîner de con. C'est est-ce que quand le mec il parle de son truc, tu te dis lui il faut un dîner de con. Si la réponse est oui, c'est que c'est un bon gars. En fait, le dîner de con, c'est un peu un truc de normie, de moldu quoi. Il croit que l'autiste, il faut se foutre de sa gueule. En fait non, l'autiste c'est celui qui va finir par te disrupter, par créer des boîtes, qui va défoncer tout le monde. Alors pas tous, mais voilà. Donc les mecs qui passent le test du dîner de con, c'est des gars intéressants sur lesquels mettre des tickets. Il y a plein qui foirent, mais c'est intéressant. Donc je vais mettre pas mal de tickets sur des gens qui ont une thèse autistique antisociale. J'ai une thèse aussi très pro Bitcoin en fait, toujours. Dans la mesure où l'IA, c'est de l'abondance digitale et le Bitcoin, c'est de la rareté digitale. Après, ceci n'est pas un conseil d'investissement. Je vais aussi avoir des thèses sur tout ce qui est individu souverain. C'est le monde devient de plus en plus invivable pour les gens qui aiment la liberté. Donc où est-ce qu'ils vont aller? Est-ce qu'ils vont aller à Dubaï? Est-ce qu'ils vont aller à Dubaï? Est-ce qu'ils vont aller ailleurs? Est-ce que Dubaï est un bon investissement? Peut-être, peut-être pas. Tu vois, c'est un peu des cheminements de pensée comme ça. Puis après, j'aurai un peu des thèses, un peu par sujet, ou par truc qui m'intéresse, quoi. Et ok, donc ouais, c'est basé sur tes idées, ta vision du monde, et pas simplement par le résultat de telle entreprise, euh, tel earning est plus élevé, donc statistiquement, tu vas vraiment bâtir tes investissements sur ta vision du futur. Ouais. Et aujourd'hui, comment Alors, dernier truc. Les industries régulées. C'est super. Investir dans les industries régulées. C'est trop bien. Barrière à la concurrence qui est énorme. Tu vois, enfin, je vais pas forcément les citer parce que j'ai pas envie de te dire un certain nombre de trucs, mais moi, j'ai fait des invests dans des boîtes qui font des armes. C'est ultra régulé. Alors pour eux, c'est un mal de crâne réglementaire, mais de psychopathe. Moi, je suis invest, hein, c'est pas pour moi le mal de crâne. Bah là, t'as combien de startups qui font des armes? Bah pas beaucoup. Le marché est énorme. Les gouvernements sont désireux d'acheter des trucs nouveaux. C'est intéressant. 100%. Tu as parlé de compliance, à l'instant. Tu parles aussi souvent de compliance bancaire, que c'est quelque chose que je saoulais. Tu as vendu des PDF, ensuite tu as bossé dans le Web3. Comment on explique ça à une banque? En fait, il y a un paradoxe assez amusant. C'est si ton banquier privé chez Julius Baer ou je sais pas trop, ou je sais pas trop qui à Genève comprend vraiment ce que tu fais, c'est que probablement c'est trop tard. Donc en fait, pour vraiment faire du pognon, faut être early. Si t'es early, par définition, ça a l'air suspect.
ou ça a l'air improbable. Tu prends une boîte d'infoproduits. Donc, tu es sur une coquille au Delaware, à Hong Kong ou à Dubaï. T'as pas de bureau, dans la plupart des cas. T'as pas vraiment de salariés sur place. Tu sais, avec vraiment les qui sont salariés dans le pays où la boîte est incorporée, tu vois. Tu peux en avoir, mais t'en as très peu. Tu vas avoir une demi-comptable et une demi-assistante, processiser des millions par an, donc et te verser des grosses sommes ou faire circuler ailleurs. Bah, le problème, c'est qu'une boîte qui est configurée comme ça, dans le monde de la compliance bancaire, c'est une boîte qui sert à faire du blanchiment. Ouais, c'est une boîte qui fait du blanchiment, c'est une activité qui est bidon. On minimise les coûts, parce que si tu fais une boîte pour faire du blanchiment et que tu as 80% de masse salariale, elle ne fait pas blanchir grand-chose, tu vois. Donc tu as besoin qu'il y ait très peu de coûts. Donc le moins de bureaux possible, le moins de salariés possible, le moins de tout possible. Donc, dans le monde bancaire traditionnel, ce type de boîte, bah, c'est un véhicule de blanchiment, tu vois. Et c'est normal, tu vois, c'est leur monde, c'est super logique. Et eux qui comprennent pas. Ah, t'as beau leur montrer les straps, les machins, les bidules, ils pigent pas. Enfin, maintenant, ils commencent doucement à comprendre, mais il leur fallu du temps. Il y a 4 ans, il y a 5 ans, leur expliquer que tu fais 300-400 cas par mois avec des e-books, non, ils veulent pas. Ils veulent pas, quoi. Et t'as beau voir tous les documents, t'as payé la TVA, t'as tes justificatifs, ton bazar, etc. Non. Après, le Web3, bah, c'est encore pire parce que l'Europe a une réglementation avec MiCA, les États-Unis, ils ont une réglementation pour les stablecoins, pas encore pour le reste. Donc on est dans un flou réglementaire. Le flou réglementaire, bah, une banque elle déteste parce que c'est du risque. Et après t'as tous les amalgames de la crypto, c'est que c'est forcément du scam, blablabla, etc., du blanchiment, du terrorisme, ou je sais pas trop quoi d'autre. Donc si tu veux, fondamentalement c'est de la pédagogie, c'est de la patience. Voilà, c'est chiant. Ouais. Ouais, et aujourd'hui, enfin moi en tout cas moi par exemple je me force à payer des impôts, donc je suis à Dubaï, je peux payer 0%, mais je me force vraiment à mettre mes sociétés dans des endroits dans lesquels je vais devoir déclarer des impôts, payer des impôts et tout simplement dépenser de l'argent juste pour avoir accès à cette compréhension de regarder, Ouais. j'ai vraiment un business, je paye des impôts, je suis pas, tu vois, Ouais. Parce qu'en fait, il y a vraiment ce truc où les mecs de notre monde, on est un peu des incultes du capitalisme. Je crois que 90% de l'argent vient du crédit, la création monétaire. C'est-à-dire que nous, on est là à se battre avec contre le reste du monde pour les 10% restants. Plus ou moins. Ça, c'est pour l'Europe de l'Ouest ou la France. Donc. Si t'es en mode setup Dubaï, boîte Panama, zéro impôt, zéro machin, zéro bidule, zéro compliance, zéro comptabilité et tout ça, chose que je ne recommande pas, t'as pas accès aux belles banques. T'as très difficilement accès au crédit. Et donc, le jour où tu veux aller lever 10 millions pour faire une opération, ou le jour où tu veux rejoindre une levée de fonds d'une belle boîte, on va te dire, frère, non, quoi. Enfin, j'en comprends pas. Et donc, ouais, les enjeux de compliance, les enjeux de, comme tu dis, enfin, très justement, enfin, aller payer des impôts, même minimaux, faire des déclarations. Bah voilà, je suis dans un vrai pays. Dans le monde de la compliance bancaire, Dubaï n'est pas considéré comme un vrai pays. Sans tort, c'est pas considéré comme tel. Par contre, se mettre en Irlande, par exemple, ou dans des coins comme ça, Irlande, Grande-Bretagne, Luxembourg, c'est quand même assez chiant et compliqué. Des États des États-Unis qui sont pas, enfin, quoi que, ouais, je sais pas, faudrait voir. Mais bref, t'as un certain nombre d'endroits où tu peux, ouais, tu payes un minimum, on te persécute pas, et t'as plein de documents, plein de relevés, plein de bilans, plein de trucs comme ça, plein de PDF à envoyer, la compliance, ouais. Voilà. Absolument. Et en plus, enfin voilà, t'as cité, c'est pas non plus extrêmement élevé des impôts. Ça peut, enfin voilà, tu peux te mettre dans des endroits cool. Et également, tu es dans des endroits où il y a une bienveillance administrative. Parce que le problème des impôts, c'est pas que le montant, c'est la malveillance qui va avec. Tu vois, c'est est-ce que ton comptable a fait une erreur de 40 centimes et les mecs ils sont là, tu vois, t'as agressé, tu vois, enfin, dans la plupart des pays du monde, il y a une erreur. Si t'as fait une erreur, si t'as pas fait exprès, on t'explique, on rectifie, on règle le truc. Il n'y a pas de stress, pas d'angoisse. 100%. Ça serait quelque chose que tu aurais fait différemment, toi, Ouais. sur ce sujet-là? Qu'est-ce que tu aurais fait dans cette situation à l'époque? Je pense que tu as fait un peu le à l'ancienne, quoi. Ouais, ouais. Ah, Euh, bah, après, voilà. Je vais pas me morfondre dans les regrets, mais ouais, je pense que je serais allé vers du cachère, pays cachère, tout cachère au maximum, lisibilité au maximum, voilà. Ouais. Et aujourd'hui, en quoi ça te... Alors, je vais pas dire que ça te ralentit parce qu'il y a toujours des solutions, mais quelle porte ça aurait pu t'ouvrir en plus? Moi, c'est quelque chose, ça m'a ouvert beaucoup de portes, bah, d'accès au crédit notamment.
Ça, c'est juste trop puissant. Pouvoir mettre même à une valorisation hypothétique d'une boîte que je possède à 100% en collatéral d'un crédit. Enfin, en mode, on est où? On est où? Genre, c'est Ouais, n'importe quoi. t'as acheté des vrais trucs, ouais. Ouais, c'est. Aujourd'hui, moi, je suis pas forcément bloqué. J'ai une opportunité que j'ai pas pu faire. S'il y avait un move, euh, je vais pas donner les montants, mais grosso modo, il y avait 8 chiffres à gagner, un petit 8 chiffres, hein. Mais il fallait pouvoir dégainer rapidement. Quand tes sous sont entre à Dubaï, bah pour dégainer rapidement et arriver en Europe, c'est pas rapide, hein. Ça se fait, mais ça prend du temps, quoi. Et donc la timeline rend des trucs impossibles. Qu'est-ce que tu aurais fait de différent? Tu t'aurais foutu dans comme on a dit à l'instant, dans les juridictions comme ça? Je pense que je me serais mis en Irlande ou un truc comme ça. T'as un truc en mode t'es UE, zone euro. Alors je sais zone euro, les gens anti-Europe. Bretagne. Mais bon, tu vois, il y a ce côté anglo-saxon. Euh, c'est une zone où tu vas avoir des vrais comptables, des vrais cabinets fiscalistes, des vraies banques, des vrais professionnels. Parce que tu te mets en Estonie. C'est bien l'Estonie. Non, c'est pas bien l'Estonie en fait. Mais en Estonie, t'as aucun spécialiste. Tu as rien. Quoi. Je veux dire, c'est genre un désert, quoi. C'est genre un village de pêcheurs sur la Baltique, quoi. Tu vois. Ouais, tu payes rien, mais en fait, tu peux rien faire, quoi. Donc, je serais dans une juridiction comme ça, j'aurais payé mes 17%, enfin 17, mais après, tu as 15 000 optimisations possibles pour payer beaucoup moins. Et ouais. Ça ou autre. Encore une fois, moi, je fais pas de recommandations administratives, légales, comptables, hein. Ça, c'est, il y a des gens À sortent 100%. Ça, c'est, là, c'est on vraiment refait de base. bon sens paysan, petite sensibilité personnelle à des fins ludiques, hein. À 100%. 100%. On refait le passé, c'est aucun conseil ici. Encore un autre changement de sujet. Moi, c'est des questions en fait que personnellement m'intéressent. Pendant longtemps, tu as travaillé sur plusieurs activités en même temps. C'est aussi mon cas. J'ai tout un système pour manager moi-même mes activités, mes différents business. Aujourd'hui, tu travailles dans le Web 2, dans le Web 3, tu crées du contenu. Enfin, t'as tout un panel, mais très différent d'activités. Comment est-ce qu'aujourd'hui, tu gères ton temps? Est-ce que c'est efficace selon toi? Est-ce que tu n'irais pas plus loin si tu étais 100% sur un business? Est-ce que aussi une deuxième question que j'aimerais te poser dans un second temps, est-ce que la création de ta personal brand a pas été la meilleure investissement en énergie reçue? Enfin, temps et ressources, temps investi, ressources reçues. Alors, en fait, la dispersion que tu vois chez moi, et c'est une dispersion, c'est pas focus, elle prend sens quand tu comprends que tu ne suis plus vraiment entrepreneur et beaucoup plus investisseur. C'est ça aussi là. Enfin, je sais pas. Enfin, la frontière entre les deux n'est pas toujours très claire, quoi. Mais donc en fait, voilà. Donc moi, non, quelque part, mon funnel, enfin, j'ai fini. Je sais pas si j'ai fini plutôt d'ailleurs. C'est the one person conglomerate funnel. Donc c'est le conglomérat, une personne. Un conglomérat, c'est un ensemble de sociétés contrôlées par une société mère. Et donc un truc que je vois bien, c'est que t'as 3 piliers. Pilier numéro 1, tu crées du contenu. C'est-à-dire ce contenu, ta personal brand, tu vas créer de la réciprocité, donc tu donnes, donc du coup tu crées une forme de dette théorique, tu vas enseigner, tu vas créer de l'autorité, tu flex, tu vas inspirer, tu vas acquérir de la distribution. Okay. Ça c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est que tu as besoin de trouver un véhicule de cash co, un truc qui va te rapporter entre 1 et 10 M par an pour vivre dans la dignité les plus élémentaires et financer le pilier 1 et le pilier 3. Ce truc, là, c'est important qu'il soit assez 4L pour que justement tu ne sois pas en train de crouler sous les détails. Et après, le troisième pilier, c'est que tu vas prendre de l'equity dans des boîtes et des projets en échange de cash ou de distribution ou d'advisoring ou d'une combinaison des trois. Et ce qu'on va voir arriver, je pense qu'on va se réveiller dans notre 2, 3, 4, 5 ans et on va voir des Iman Gadji et des Alex Hormozy avec des folios d'entreprises de plusieurs milliards. Et on se dira, mais en fait, ça. C'est tu prends des parts dans des boîtes. Et après, moi, dans ma configuration pro, tu me donnes un founder, un mec qui crée une boîte, qui est bloqué, pas bloqué, peu importe. Assez facilement, je te démonte et je te remonte le truc, et le temps que je veux passer avec lui va me donner de l'énergie. Tu me demandes de gérer des gens qui vont gérer l'upsell avant le bon de commande. La blague, elle est vieille, mais bon, malheureusement, ça existait. Ça me rend malheureux, et ça me pompe de l'énergie. Donc, tu vois, enseigner, ça me donne de l'énergie. Ça me fait plaisir. Je suis content. Advisoring, investissement, aider à la distribution, ça me donne de l'énergie. Ça m'apporte du pognon. Le seul truc qui manque un peu dans mon système, c'est d'avoir défini ce véhicule central qui génère le pognon. Et aujourd'hui, c'est généré par des invests et par des parts dans des boîtes qui génèrent du cash flow, mais j'ai pas ce véhicule, tu vois, bien optimisé, bien cadré au milieu,
qui n'a pas besoin, si tu veux, de dominer, de surdominer son marché, de tout écraser et de scaler l'infini, juste faire entre 1 et 10 pour financer le bazar. Comme ça, tout ça, ça croît sans incrémental capital. Ouais. J'avais 100%, ça fait sens. J'avais la deuxième partie de ma question. Est-ce que ta personal brand, c'est pas le meilleur investissement que t'aies jamais fait? Objectivement, j'ai fait des investissements qui ont rapporté plus que ça. Mais la question, c'est est-ce que j'aurais eu accès à ça sur ma personal brand? Non. Du coup, tu dirais que, Oui. bah écoute, enfin moi de ce que j'observe, même pour la plupart des gens, même dans ta situation, moi je pensais que la réponse allait être oui, direct pour toi. Ouais. Mais enfin, chaque personne qui qui a une personal brand, j'ai l'impression que c'est vraiment à chaque fois, oui, c'est la meilleure chose, le meilleur investissement qui me soit arrivé. Oui, c'est le meilleur investissement qui me soit arrivé. En termes d'énergie, de temps dépensé et de ressources reçues, je trouve que c'est absolument disproportionné. Parler des accès aux investissements. Alors toi, t'as fait du cash flow, t'as vendu des produits tout au long de ta création de contenu sur les, c'est combien de temps que tu crées du contenu 2018? Moi, alors, créer du contenu en nom propre, c'est 2019, je crois. Et après, j'ai vendu j'étais dans des business d'infoproduits, mais sans montrer mon visage, plus en tant que copywriter et media buyer, depuis 2015, 2016, comme ça. Lié à ta personal brand, du coup, ouais, c'est ça, ça fait 6 ans maintenant Ouais. que voilà, t'accumules de la ressource grâce à ça. Et t'as dit une chose qui est très pertinente, c'est qu'en fait, la chose qui te soit le mieux, la meilleure chose en termes de retour sur investissement, c'était l'accès à des investissements, l'accès à des gens, l'accès à, c'est quoi un peu le gros cheat code, le plus gros retour sur investissement que la plus grosse porte qui a été ouverte grâce à ta personal brand aujourd'hui. Parce que pour beaucoup de gens, ils s'arrêtent simplement parce que, et c'est ce qu'ils se voient, c'est simplement au call to action vers le lien dans la description et ils se disent, bon, bah, en fait, il crée du contenu pour son X par mois et en fait, c'est juste pour ça. Moi, par exemple, j'ai rien vendu pendant 1 an et demi. Toi aussi, tu vends rien. On reviendra dessus dans un instant. Mais, Ouais. pourquoi est-ce que du coup, tu continues à créer du contenu si tu vends rien? Enfin, aujourd'hui, ton temps est très précieux. Enfin, voilà, le temps, c'est la valeur la plus importante. Quelle porte ça t'a vraiment ouverte? En fait, les portes, alors, en fait, donc il y a plein de gens avec qui j'ai pas pu connecter, parce qu'ils ont regardé mon contenu, qu'ils aiment bien mon contenu, bah, en fait, je peux les DM ou ils m'ont DM et, le pire, c'est que je réponds jamais aux DM. Enfin, maintenant, je commence à répondre aux DM, parce que c'est vrai que c'est un peu c'est un peu malaisant, je répondais à personne, dont des gens vraiment intéressants. Aujourd'hui, enfin, c'est juste un cheat code, quoi. C'est les gens qui sont publics, qui connaissent personal brand. Tu sais, il y a un truc, enfin, il y avait un truc avant, c'est les gens qui étaient dans l'excellence. Il y a ce truc dans la biographie de Steve Jobs, je crois. Ah, je sais que ça fait un peu citer Steve Jobs, c'est le truc de start-upper à 2 balles, tu vois, mais bon, quand même, quoi. Il a créé Apple, quoi. Avant que Tim Cook foute tout en l'air. Mais il y a ce truc, tu vois, où il rencontre Yo-Yo Ma, qui est un violoniste. Je sais pas si c'est un ou une violoniste. Yo-Yo Ma, je sais pas si c'est masculin. Je crois que c'est masculin. On s'en fout. Et qui est considéré comme le plus grand virtuose du violon, voilà, tout ça. Et la lecture que j'ai eue de ce passage, j'ai lu il y a longtemps, c'est cette espèce de respect instinctif. En mode, un mec qui est quelqu'un psychopathe de l'excellence dans un sujet, il va reconnaître un psychopathe de l'excellence dans un sujet qui n'a rien à voir. Genre un mec qui est un cuistot et qui est un psychopathe de la cuisine, genre qui est un grand chef, machin, étoilé, etc. Tu le mets devant un grand entrepreneur ou un grand designer ou un grand n'importe quoi. T'as un mec qui est un psychopathe aussi. Les mecs, ils se voient, ils vibrent, tu vois. Ils savent qu'ils sont pareils. Ils vivent le même truc, ils se comprennent, tu vois. Et il y a un peu pareil, c'est quand tu montes ta gueule et que t'as une personal brand et que t'es à peu près qualitatif et que t'es bon, tous ceux qui sont un peu pareils, ça vibre de la même manière et ça connecte assez facilement. Tu vois, ça fait un peu, même un peu spirituel, mais tu sais, genre, tu vibres à la même fréquence et du coup, ça fonctionne très bien. Les rencontres sont logiques, enfin, le vécu commun est très similaire sur les problèmes, les options, etc. sont très proches. Donc, c'est vrai que tu as accès à ça. Et puis, surtout, tu vois, là, la techno est abondante, le capital est abondant, qu'est-ce que tu as de plus à offrir, tu vois? Quand tu as de la distribution en plus à offrir ou quand tu as un carnet d'adresse en plus à offrir, c'est intéressant. Donc l'intérêt il est là. Après, est-ce que j'ai recommandé aux gens à faire une personal brand? Peut-être pas, quoi. Moi franchement, je déteste. Enfin, maintenant que je suis public, bah je continue si tu veux. Mais en vrai, le vivant heureux, vivant caché, il est sympa aussi. Hein. Et après, quand t'es foutrement exceptionnel et que t'es caché, t'inquiète. T'as des potes qui eux sont pas cachés et tu les utilises comme passerelle pour faire une intro. Donc est-ce que nécessairement j'ai recommandé de créer une personal brand? Non, pas forcément. C'est beaucoup d'inconvénients, c'est beaucoup d'emmerdes. T'as un mec sur 10 000 qui est fou.
Genre fou au sens où il peut te tuer, tu vois. Enfin, 1 sur 10 000 à peu près. Tu vois. Donc tu fais les maths, hein, quelqu'un qui a des millions de followers, ce qui n'est pas mon cas. Putain, c'est chaud, quoi. Donc, oui, bien. Maintenant que j'ai le downside, autant maximiser l'upside. Est-ce que je le recommanderais? Peut-être pas. Par contre, je recommande foutrement exceptionnel. Peu importe ce que tu fais, sois foutrement exceptionnel. Soit le 0,01% de ton bazar à l'échelle mondiale, pas à l'échelle de ton département. Il y a 100%, il y a c'est très pertinent. Il y a une réalité derrière être foutrement exceptionnel, c'est pouvoir l'être. Si à un moment, même moi, enfin, peut-être pas moi, mais s'il y a la plupart des gens qui se disent je veux être foutrement exceptionnel, ça bloque à l'entrée. Comment on fait? Ça veut dire quoi être exceptionnel? Aujourd'hui, je pense que même pour toi, qui parle, c'est ce qu'on a fait. C'est pas ça qui est foutrement exceptionnel, mais qui sort du lot. Ça veut dire quoi être foutrement exceptionnel? C'est une bonne question. Comment tu le définirais, toi? Je dirais être incapable de faire ce que... en fait, être incapable de faire quelque chose que seul toi peux le faire, ou du moins très peu de gens à ce niveau de qualité. C'est provide d'un niveau de qualité tellement exceptionnel, enfin tellement bon et tellement élevé que rien que pour ça, du coup, il y a tous les bénéfices qui va après, t'es payé super bien et tu reconnais toutes les personnes qui sont foutrement exceptionnelles. Mais le foutrement exceptionnel, c'est selon moi, hein, la capacité à pouvoir exécuter dans un niveau de détail et un niveau de qualité inégalé. Ouais. Et créer un delta entre l'input et l'output qui est phénoménal. Avec un input qui est déjà très haut. C'est pas un input très bas et output très haut, c'est input qui est méga haut et output qui est convexe, quoi. Et, Il y a vraiment un truc, le succès, ça, c'est un truc, c'est une courbe convexe. C'est qu'en fait, quand tu vas quelques unités de plus à l'horizontale, mais donc tu vas faire 3 unités de plus à l'horizontale, peut-être que tu vas aller 1000 unités de plus à la verticale. Parce que c'est convexe et pouf, quand ça monte, quoi. Et en fait, quand tu avances dans la convexité, chaque pas en plus, c'est les mecs s'arrêtent là, tu fais un pas de plus, il vaut 10, le pas suivant, il vaut 100, le pas suivant, il vaut 1000, le pas suivant, il vaut 10 000. Et après, tu te réveilles avec Oxfam qui fait des rapports sur les inégalités et qui font mais comment ça se fait qu'il y a 5 mecs qui ont moitié du PIB mondial? Parce que le monde est convexe, connard, tu vois. Mais tu sais, c'est vraiment ça, parce que c'est ça. Au bout d'un moment, ça n'a plus de, c'est complètement décorrélé, quoi. Tu vois, et, euh, et je pense qu'être foutrement exceptionnel, c'est rentrer finalement dans la phase finale de la convexité. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. clippé. Et comment on fait? On travaille juste comme un fou pendant suffisamment longtemps. Est-ce que moi je trouve qu'il y a une barrière à l'entrée dans ce foutrement exceptionnel, pas le QI, mais les prédispositions génétiques, dans le sens où il y a ce débat un peu sur Internet rapidement, dans lequel on dit est-ce que tout le monde peut devenir entrepreneur? La plupart des gens disent oui, moi je dis non. Je pense qu'une grande partie, mais tout le monde, enfin, comme tu as dit. Moi, je dis non, c'est un métier de merde. T'as plein d'autres métiers avec une espérance mathématique de gain qui est très supérieure, quoi. Donc, enfin, si les gens sont motivés par l'argent, ou s'ils sont motivés par la fame ou la liberté ou peu importe, ou ils trouveront probablement des meilleures espérances mathématiques ailleurs. Bon, on reviendra dessus dans un instant, c'est intéressant. Où est-ce qu'on peut trouver des meilleures espérances mathématiques? Mhm. Mais concrètement, comment on devient foutrement exceptionnel? Toi, tu as réussi à développer, du moins tu te qualifiais, beaucoup de gens te qualifiaient comme, même encore aujourd'hui, comme foutrement exceptionnel en marketing, copywriting notamment. Moi, c'est aussi un sujet que j'ai énormément foncé. Je pense que tu rentrais dans la catégorie foutrement exceptionnel. Ça fait un moment que tu n'as pas pratiqué, du moins le copywriting. Ouais. Euh, Mais tu vois, aujourd'hui, les mecs, ils me disent, je veux de la technique. Et technique, c'est un mot noble, hein. Je leur dis, bah, allez voir la chaîne de Valère. Il fait ça toute la journée. Voilà, mais effectivement, j'ai pas pratiqué depuis. Enfin, je pratique à un autre niveau. Ce qui veut dire que c'est mieux, hein. Mais je vais essayer d'être un peu plus macro dans le business pour voir comment le monter, le démonter. Moins qu'aller chercher via la technique le ROS et la conversion. Parce qu'en fait, je sais qu'il y a des gens plus jeunes que moi, beaucoup plus chers, beaucoup plus bourrins, beaucoup plus agressifs, beaucoup plus à jour, beaucoup plus tout ça, qui font un meilleur boulot que moi. Donc autant mettre le meilleur mec au meilleur poste, quoi, tu vois. Bon, du coup, enfin, pour vraiment rester sur la question du comment être foutrement exceptionnel, je pense que il y a quand même un truc où faut un peu avoir des cases en moins. Donc, tu vois, c'est pas tant avoir un QI plus élevé. Ça, oui, ok, peut-être pas, bon, ok. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ok. Euh, c'est avoir des cases en moins, c'est qu'il y a un brin de folie. Les gens que je connais qui sont foutrement exceptionnels, il y a toujours un brin de folie.
D'ailleurs, tu peux même te demander si c'est pas un truc qu'a fait la nature. Tu vois, si un mec est foutrement exceptionnel dans un ou plusieurs domaines, il faut que ce soit foutrement con ailleurs. Si t'as un humain qui est foutrement exceptionnel dans tout, en fait, le mec va conquérir au monde, baiser toutes les femmes, du coup, ça va souiller le pool génétique et ça va faire de la consanguinité. Tu vois, ça va foutre le bordel. Tu peux pas avoir un humain qui fait tout. Donc, t'es obligé que le mec soit méga con ailleurs pour qu'il finisse par crever sur une connerie. Tu vois? Ou qu'il se fasse remplacer ou buter ou, sinon t'as un humain qui va surtout dominer et, boum, tu vois. Non, mais, tu vois, c'est sérieux, tu vois, comme sujet. 100%. De point de vue évolutionniste. Donc je pense que de base, il y a des cases en moins. Bon, la bonne nouvelle, c'est dans le monde dans lequel on vit, il y a beaucoup de monde qui a des cases en moins. Ça, c'est bullish. Après, il faut bosser comme un psychopathe, mais en général, il faut bosser sur un psychopathe qui nous parle. Tu vois, typiquement, moi, j'ai fait une prépa à l'époque, j'ai fait énormément de maths. Je suis nul en maths. J'ai fait énormément de maths pour devenir correct en maths. Correct, c'est pour être poli avec moi-même, pour serrer le fion et rentrer à HEC. Mais je serai jamais foutrement exceptionnel en maths. C'est pas pour moi, c'est comme ça. Enfin, je veux dire, c'est pas bon, c'est désolé, c'est pas. Donc c'est pas juste du travail. Tu dois en gros déployer un travail de dingo sur un truc avec lequel t'es aligné. Donc le grand truc, c'est de te dire comment arriver à trouver le domaine dans lequel en fait je suis foutrement bon quoi. Et tu sais, j'ai un pote comme ça dont j'adore me foutre de la gueule. Je me fous de la gueule depuis des années. Maintenant j'arrête, vous allez comprendre pourquoi. Le mec il dit moi mon métier c'est d'avoir des idées. Des idées. Dur quoi, tu vois. Et le type, bah du coup il remplit des Google Docs. Il n'en branle pas une quoi. Enfin lui il travaille, mais moi j'appelle ça ne rien foutre. Un jour il a inventé un mécanisme dans le Web 3 qui a été repris par quasiment toute l'industrie. Là-dessus, bon bah il a mis quelques générations à l'abri. Il a rien fait. Il a eu l'idée, il a dit à un mec, il a pris un rêve cher, fini. Et là il est en train d'inventer une connerie en bio. Donc là après il a fait une pause de 4 ans. Je te repose, tu vois. Enfin, lui il croit travailler, mais bon pour moi il se repose. Et là, il est en train d'inventer une connerie en bio, un truc de biotech, je comprends rien. Et c'est parti pour faire des home run, puis après, ils sont en vacances, quoi. Et, putain, il y a aucun monde dans lequel avoir des idées, c'est un métier. Ouais, bah, en fait, si, tu vois. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a à peu près n'importe quoi, enfin, ce qui est cool. Il y a à peu près n'importe quoi. Ah, c'est ça, sans contradiction avec la grande démonétisation du monde, mais bon, qu'est-ce que tu veux. Il y a à peu près n'importe quoi qui est quand même un peu grâce à l'IA et Internet, en train de devenir quelque chose qui peut avoir qui peut tourner en de la valeur économique. Donc il faut trouver finalement le truc dans lequel tu kiffes, enfin dans lequel vraiment, l'action délibérée, tu la compounds sans friction, et après aller glisser ou surfer doucement vers la monétisation du bazar. Mais on va bien se comprendre que être passionné, je dirais, être autiste des mathématiques financières, ça paye mieux qu'être autiste des Lego, quoi. Donc toutes les niches se valent pas. Mais encore une fois, quand tu es dans le 001 mondial, il y a des choses intéressantes qui se passent, quoi. Tu vois. Donc quelques cases en moins. Trouver là où l'action délibérée compound sans friction. Donc, en fait, quand tu le fais, t'aimes le faire, tu veux en faire davantage, ça se fatigue pas, ça donne de l'énergie. Donc, être un peu à l'écoute, finalement, de son corps, et de son esprit, et aller compound comme des bâtards là-dedans. Toi, Ouais. aujourd'hui, ce désir de devenir foutrement exceptionnel, est-ce que c'est toujours quelque chose qui te parle, qui te drive? À un moment, c'était vraiment un driver pour toi. Je veux juste être le meilleur. Tu le disais toi-même. Ton objectif, c'était simplement d'être le meilleur et forcément, tu seras payé derrière. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours quelque chose qui fait sens pour toi? Ouais, très sûr. Et sur quoi tu travailles pour être? Moi, j'essaie d'être le meilleur dans un rôle de head of common sense, donc responsable du bon sens paysan, dans des boîtes d'autistes. Je vais avoir entre 5 et 30% de la boîte. Et je suis le mec qui dit, non, ça tu fais pas, ça tu fais, lui tu lui parles pas. Ça, c'est une mine antipersonnelle. Donc, si tu marches dessus, t'as pas de jambes. Voilà. C'est normal. Et, tu vois, et tu vois, en fait, j'ai remarqué que dans le bon sens paysan, j'étais très bon. En fait, je suis méga fort dans le bon sens paysan. À défaut d'être brillant, pour pondre des théories, des machins, et tu vois, faire des maths ou j'en sais rien, ou de la philo, je suis vachement bon pour voir ce qui est con, ce qui a pas marché, démonter un truc, le simplifier, le remonter. Et, j'ai un plaisir fou à faire ça. Je prends mon autiste, boum, je démonte, je remonte avec lui, ça marche mieux. Je vis ma best life, ça print. Est-ce que je vais être le meilleur du monde là-dedans? Je sais pas. Est-ce qu'on peut mesurer si t'es bon là-dedans ou pas? Je sais pas. Est-ce que ça m'amuse? Oui. Est-ce que ça fait du pognon? Oui. Est-ce que ça me donne de l'énergie? Oui. En avant la jeunesse. Et du coup, ce qui me manque aujourd'hui, là, c'est assez marrant, c'est de trouver c'est de concevoir le top of funnel pour ramener finalement soit des autistes antisociaux qui ont des thèses pour pouvoir les baquer, mettre des billets, etc.
soit trouver des enfants soldats. Toute personne qui a moins de 20 ans aujourd'hui, je pense que les faire bosser, c'est trop compliqué. Donc, trouver des gens entre 15 et 20 ans, allez, 15-25 pour être large, tu vois, ok. Donc, des enfants soldats. Et vraiment, tu vois, les matrixer, les former pour qu'ils aillent rejoindre ces boîtes. Parce que ces boîtes d'autistes, il manque des profils de tueurs. En fait, il manque des profils comme toi. Mecs qui arrivent, qui font, ok, on exécute, on bourrine, on fait pas de prisonniers en avance, quoi, tu vois, c'est. Et en fait, il manque ces profils-là. Il y a une carence énorme de profils comme ça. De mecs qui sont super charges à toutes les dernières techniques marketing, toutes les dernières techniques de croissance, de conversion de machin, que ce soit dans l'IA, dans la blockchain, dans ce que tu veux. Le mec est un peu transversal. En gros, pour ceux qui nous écoutent, hein, vous voulez faire du pognon? Ok. Devenez un psychopathe de distribution, conversion, vibe coding, vibe marketing, lovable, automation, AI UGC, faceless vidéo, clipping à outrance, farming d'attention sur les réseaux. Devenez un pur psychopathe de ça. Il n'y a aucun monde dans lequel vous n'êtes pas riche dans 6 mois. Aucun. Mais attention, pur psychopathe, hein, c'est pas j'ai un demi tutoriel et je paye 5K par mois. Non. Pur psychopathe, c'est quand ta meuf se casse, tu vois. Ah oui. C'est ça. Pour moi, le tweet voice, il se fait ta meuf se casse et ton rêve la nuit. Là, c'est voilà. c'est le bon. Ça, c'est le seuil incompressible de pur psychopathe, quoi. Tout ce qui est en dessous, non, faut pas, tu vois, ne t'inquiète pas, je dirais, ils ont une blague comme ça dans les cryptos, tu sais, on dit souvent, life changing money. Les mecs, ils disent wife changing money. Tu vois, c'est un peu une blague de beauf, mais bon, voilà, donc en gros, tu veux de la wife changing money, t'as un seuil incompressible de comportement psychopathe à développer. Et la bonne nouvelle, c'est que, putain, c'est bullish, quoi. Enfin, le monde est plein d'opportunités. Il y a une énorme carence. Alors, vous prenez Clouli. Clouli, c'est une boîte qui a levé 15 millions chez Andreessen Horowitz. Les mecs, ils sont arrivés, ils se sont dit, alors nous, on va être le Andrew Tate du AI startup. Donc, on va juste arriver, balancer des énormités, clipper ça comme des psychopathes. Alors, évidemment, les mecs du monde de la startup et des VC. Clouli, c'est C-L-U-E-L-Y. Les mecs VC, start-upers, ils ont en général, enfin, en marketing, ils ont 5 à 10 ans de retard sur tout le monde. Donc en fait, tu reprends une technique de Andrew Tate 2020 en 2025 dans la Silicon Valley, les mecs ils applaudissent comme des cons parce qu'ils ont jamais vu ça de leur vie. Bon, c'est comme ça. Il est arrivé clipping de psychopathe, momentum de psychopathe, attention de psychopathe. Il prend 1 mois et demi d'aide de MRR, il le convertit dans sa tête en ARR et il dit on est passé de 0 à X millions d'ARR en 67 jours et il lève 15 millions. Alors, comment ça va se terminer cette histoire? J'en sais rien. Mais ça, c'est de l'exécution qui vient de notre monde à nous. C'est intéressant. C'est pas de l'exécution de start-upper à 2 balles, tu vois. Et ce genre de profil-là, ça a une valeur économique énorme. Énorme. C'est une valeur économique où, ouais, ok, le mec, tu le prends en test pendant 3 mois ou plus ou moins payer le SMIC. C'est pour qu'il puisse bouffer des ramen et, tu vois, et tenir, quoi. Et après, tu l'amènes en numéro de la boîte, associé ou pas, ou mec sur rien payé, ou ce que tu veux. Ou payé à la perf, ou des trucs comme ça, quoi. Et pour ceux qui nous écoutent, il y a une fin de tir, là, de 1 an, 2 ans, 3 ans, peut-être plus, j'espère, plus c'est dur, mieux c'est, où ce genre de profil de psychopathe, ça va être intéressant. Très intéressant. Et ça manque. Ouais, 100%. Et juste même, une autre complexité, c'est après les recruter. Aujourd'hui, moi, j'en ai quelques-uns dans mes équipes. Et en fait, c'est compliqué parce que la plupart des gens qui ont ce profil-là, bah, ils font souvent déjà de l'argent. Et moi, ce que j'essaye de faire, c'est... Prends des enfants. Prends des mecs qui ont 15 ans. À 15 ans, tu peux pas créer de boîte. À 15 ans, tu peux te payer sur PayPal en crypto, mais tu peux pas créer de boîte. Non, c'est un peu cynique. Mais en fait, tant que le mec, il se dit, bah attends, je fais mes armes ici, je gagne beaucoup de pognon, et en fait, moi, mon deal avec le mec, c'est aide-nous, fais tes preuves, apprends auprès des meilleurs, bourrine, crame en ads le budget d'un autre mec, et quand t'es très bon, et que tu veux un seed investment de 100K pour démarrer, bah c'est acté, quoi. Tu vois, et après, si le mec il est en mode, non, mais moi, j'ai regardé une vidéo sur le mindset, et donc j'ai pris un coaching, et donc du coup, machin, ouais, ok, cool, vas-y. Enfin, au sens, pas de problème, tu vois. Juste, je vais pas aller me taper ce sort de calvaire. 100%. Mais du coup, ce que je dis, enfin, pour revenir à ce que je disais, j'ai trouvé un petit cheat code, moi, c'est essayer d'identifier les gars comme ça, qui sont sur le point de réussir, et t'arrives, et tu leur mets des salaires, genre des 6K par mois. Tu dis, ah! Et tu sais que le mec, il se barre de la boîte le moment où il se barre. Il arrive, et en 6 mois, 1 an, il fait 100, 150, et il explose direct. Et tout l'enjeu, en fait, c'est de trouver ces mecs-là et les mettre chez toi et leur envoyer des salaires entre eux. Ça donne suffisamment de sécurité et je vais pas me barrer. Oui, mais en fait, si quand le mec se barre, si vraiment t'es en mode cynique, t'es vraiment cynique sur le fait que tu veux capter
capturer ce capital humain et le monétiser pour ton bénéfice économique. Ok, après tout, c'est du capitalisme. Si quand le mec se casse, tu peux prendre un jeton chez lui, parce que t'étais son mentor, tu l'as formé, tu l'as accompagné, et que en tant qu'investisseur chez lui, tu apportes aussi ton expertise et ton réseau, c'est win pour lui, c'est win pour toi, tout le monde est heureux, enfin tu vois, je veux dire, c'est bien quoi. Moi j'investirais jamais dans un business un peu en mode e-com, infobiz, etc. Sauf si c'est un mec avec qui j'ai bossé. C'est un mec qui a bossé pour moi, on a bossé ensemble, et il me dit ok, je vais lancer un truc, machin, est-ce que tu veux 10-20% du bazar et mettre un petit billet pour qu'on puisse gagner un peu de temps sur le début, quoi. C'est le seul cas de figure où je me sentirais en confiance. Comme c'est des business qui sont par définition pas durables, le seul cas de figure où je mettrais un bifton, c'est ça. Après, il y a les mecs qui veulent monter leur boîte, ils montent leur boîte, c'est trop bien. Ça peut être des clients, ça peut être des partenaires, ça peut être des affiliés, ça peut être des gens chez qui tu vas caser des talents. En fait, le game des gens compétents, il est tellement petit que, tu sais, je veux dire, c'est pas comme s'il y avait une saturation de talent que c'était un problème, tu vois. C'est même plutôt l'inverse, en fait. Donc, je pense que là-dessus, on peut être stratégique, comme tu l'es, t'as raison d'être stratégique, et ta méthode, elle est bonne, hein. Je fais la même pendant longtemps. En mode stratégique, mais dans l'abondance. Tu vois, c'est un peu comme c'est réaliste, c'est capitaliste, mais dans l'abondance. Voilà. Ouais, 100%, je pense que, bon, enfin, ça fait 100% sens. T'as dit tout à l'heure qu'aujourd'hui, ton taf, c'était, of common sense. Ouais. En vrai de vrai, moi, je vais faire quasiment la même chose, sauf que je vais ajouter de l'opérationnel. J'arrive, je vais toujours avoir des associés, je vais dire on fait ça, 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 comme ça. Mais au lieu d'allouer des ressources de capital, je vais de temps en temps le faire, mais pas tout le temps. Au lieu de mettre du capital, je vais mettre de la ressource humaine et mettre en place des équipes. Donc, en fait, on a quasiment le même modèle dans le sens où je vais plus mettre des humains que du capital, même si parfois je mets du capital. Ce qui fait que du coup, je vais voir souvent plus d'equity. Aujourd'hui, comment donc, dans un premier temps, avant d'ouvrir ce sujet-là, comment est-ce que tu attires à toi? Est-ce que c'est toi qui attires à toi? Est-ce que c'est toi qui vas avoir des business? Comment est-ce que tu arrives en mode, hey les gars, vous avez besoin de moi? Ça se fait tout seul. C'est en gros le mec souvent les étapes, c'est le mec me parle de son truc, on brainstorm. Quand c'est un truc différent, en plus ça me stimule, donc je suis content. Souvent ils ont des thèses particulières, donc je peux prendre des trucs, donc je prends des notes, c'est bien. Et tu entends au bout de 6 mois enfin 3 mois, 6 mois ou plus, ça dépend d'à quel point le truc demande a besoin de R&D. Il y a la question qui se pose et je dis et ça se fait un peu tout seul, tu vois. Et ça me dérange pas du tout, tu vois, que le mec finalement je le coach un peu ou je brainstorm avec lui pendant des mois et finalement il fait son chemin tout seul. C'est OK, tu vois, genre c'est Ouais, t'attendais rien de toute façon. en mode je veux plus m'énerver. Tu sais, je veux pas m'énerver, je veux me stresser pour ça, tu sais un jour tu vas claquer, enfin je suis devenu beaucoup plus peut-être spirituel. Je crois que t'as fait une vidéo où t'avais invité je sais pas si t'étais passé chez lui ou tu as fait venir Sacha Lane, tu sais qui est un peu en mode Exactement. là Ouais. et qui est un bon ami qu'on a tous les deux et puis finalement ouais tu sais quand t'es un peu trop dans la hargne l'univers il te récompense pas beaucoup. Alors quand t'es dans le kiff, je trouve que l'univers il paye mieux. Ouais, je sais que ça a l'air complètement con ce que je dis là, mais bon, Oh, bon, je trouve que, en fait, ça fait assez sens, même enfin, logiquement, si tu t'énerves toute la journée, tu auras vraiment de bons résultats que si t'es dans l'harmonie, la paix et la joie vis-à-vis de ce que tu fais au quotidien. Même les idées générées, les idées générées, elles vont être meilleures. Donc, ouais, ok, donc ça se fait assez naturellement. Ouais, bah, en fait, un peu la même chose. Tu as ton réseau et puis tu discutes avec ton réseau et puis tu peux pas t'empêcher de donner des conseils parce que tu adores enseigner et donner des conseils. Et à un moment, le mec il m'a dit, ouais, mais tes conseils, ils marchent. Est-ce qu'on travaillerait pas ensemble sur le long terme? Et t'arrives et tu dis, voici mes prix, quoi. même pas. Non, c'est en fait, on va se dire, ok, là, on aurait besoin de 2 PhD et d'un mec ici. Ça coûte combien? Ça coûte tant. Ok, est-ce qu'on peut pas optimiser? Oui, on peut optimiser. Ok, on optimise. Et puis, bien, vas-y, je paie les factures pendant 3 à 6 mois et on regarde où ça va. Et puis, soit on le deal, on le fait directement, ou soit on définit une fourchette. Soit on est vraiment en mode, écoute, donne-moi 2 chiffres. Et puis, tu vois, si c'est 10, c'est 10, c'est 30, c'est 30, c'est ok, quoi. Aujourd'hui, c'est vraiment fait dans le flow. Là où je vais introduire de la rationalité, de l'efficacité, c'est vraiment le top of funnel. C'est vraiment pour identifier ces profils beaucoup plus tôt,
pour voir comment, même moi, c'est très compliqué de me contacter. Enfin, je réponds à personne. Enfin, mon support client répond par mail, mais, mais sinon, de temps en temps, je réponds en DM, mais tu vois, c'est compliqué d'interagir avec moi. Donc, il faut que j'aille trouver un peu la méthode pour que ça se fasse. Et après, il faut que j'aille créer le funnel pour créer les enfants soldats. Et la question, c'est est-ce que je fais un funnel? Est-ce que je fais un accompagnement payant? Tu vois, je prends un truc genre 500 balles ou 1000 balles, peu importe, et vas-y. Je matrix les mecs comme j'avais fait à l'époque avec les RX. Donc, est-ce que je fais, tu vois, un RX3, je vous matrix les mecs, pour les rendre opérationnels en fait des enfants soldats, et après les caser, enfin, les aider à se caser, ou le mec lance son propre truc, ou est-ce que je fais un truc gratos? Ce qui est chiant, c'est que dans le gratos, les mecs s'en foutent. Et en fait, moi j'ai pas mal de mecs qui me disent, moi je suis prêt à intervenir dans ton bazar si c'est gratos. Je vois des mecs qui ont des belles boîtes, qui font des trucs intéressants, qui font si c'est gratos, moi j'interviens, pas de problème. Si c'est plus en mode un infoproduit, un club, un machin, j'ai moins envie. Pas évident, tu vois. Mais si c'est un infoproduit, un club, un machin, t'as aussi du cash flow pour payer un mec qui va les encadrer, un mec qui va bien les pousser au cul, un mec qui va, tu vois. Donc il y a ce truc où il faut trouver le sweet spot. Et quand les mecs payent, en général, ils se bougent un peu plus le cul. Quand c'est gratos, personne ne branle rien. Alors quand les mecs payent, ils se disent bon, ok, vas-y, j'ai mis 1000 balles dans un truc, j'ai mis 500 balles dans un truc, ou j'ai mis dans 5 à 5000 balles ou plus dans un truc. Vas-y, il faut que je rentabilise le bazar maintenant. Tu vois. Donc ouais, mais ouais, mon sujet un peu d'enseignement et l'interrogation sur la monétisation, c'est sur ce côté enfant soldat, principalement. Ouais, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec les bénéfices de la personal brand. Mm. Le bénéfice, c'est pas de prendre ce chèque que tu prends parce que t'as un school, quoi. C'est tout, alors bien que ça soit cool, c'est tout ce qui va l'accès aux opportunités, l'accès aux humains, la catégorie des opportunités d'investissement, etc. Et ça fait une excellente transition. Aujourd'hui, tu vends rien, Ouais. du moins pour l'instant, au moment où on enregistre. Pourquoi? J'ai eu un rapport, enfin, je vends rien en mon nom. C'est que, Oui, absolument. Oui, tu vends rien euh, sur ta chaîne, etc. bah, bon, c'est pas évident pour tout le monde, mais j'ai très bien gagné ma vie en vendant des formations, des accompagnements, enfin, des accompagnements, plus des formations, des accompagnements. Et j'ai eu, tu vois, un peu une crise je pense que j'en ai eu un peu marre, il y a quelques années. Et j'ai eu une thèse erronée. Je me suis dit, bon, c'est vraiment devenu saturé, et surtout, c'était vraiment devenu n'importe quoi. Tout le monde promettait que des conneries. Euh, et je me suis dit, j'ai plus envie de ça. Et après, je me suis aussi dit, et là, c'était une erreur de raisonnement, et je pense que j'ai laissé l'ego prendre le pas sur le profit, et c'est le profit de ce prestige, ou le prestige prendre le pas sur ce profit, euh, en me disant, mais en fait, être infopreneur est un frein professionnel. Parce que c'est un truc de bouseux, et que les mecs qui, in fine, font des vrais trucs, c'est quand même un monde un peu différent. C'est pas totalement faux. Les mecs qui font des vrais putains de boîtes, c'est quand même rarement des infopreneurs. Mais je pense que c'est en train de changer. Notamment avec le one person, enfin, conglomerate funnel. Et le fait que, en tant qu'infopreneur, tu peux capter tellement de cash que tu peux te faire le seed, enfin, tu fais ta distribution de produits, ta levée de fonds en seed et ta série A qui sont acquis. Donc, quand il y a la question qui se pose de la levée de fonds, t'es déjà en série B, tu vois. Et donc, en termes d'enrichissement personnel et de gérer, de valoriser une boîte et de capter une part importante de cette boîte valorisée, c'est assez ouf. Et le côté un peu en mode, ouais, c'est un peu crado et tout, c'est vraiment cette chose, j'étais très à l'aise toute ma life avec le crado. Crado au sens, tu sais, en mode, bon, bah ouais, c'est un peu moche, tu as des formations, les e-books, des conneries d'e-commerce. C'est pas le truc, petite start-up, station F, machin. Tes parents, ils sont fiers et tout. Donc, il y a ce côté un peu de pirate. Et j'étais à l'aise avec ça, puis un jour, je me suis dit, bon, peut-être trop de piraterie tue la piraterie. Et donc, j'ai eu un désir de trucs propres sur soi, on va dire. Et in fine, je trouve qu'en fait, non, c'est une erreur. Le monde des pirates, pirate, ça veut pas dire illégal, hein, ça veut dire t'es un peu créatif dans l'acquisition, t'es un peu malin, t'es avant-gardiste, tu vas choper des poches de profit que les gens n'ont pas compris, etc. Donc le côté un peu pirate, finalement, en fait, ça correspond beaucoup plus à mon ADN. J'ai beaucoup plus de plaisir. Je pense qu'en fait, le dernier endroit où il reste des pirates, c'est pas dans les startups, c'est pas dans la Silicon Valley, c'est pas dans toutes ces conneries-là, c'est dans notre monde à nous. Et qu'on va voir en fait émerger de notre monde à nous, pardon, des acteurs beaucoup plus solides, beaucoup plus capitalisés, beaucoup plus efficaces, beaucoup plus bourrins, tout en étant beaucoup plus libres que les acteurs dans le monde de startup un peu propre sur eux. Et après ça, avec la vérité finalement du monde un peu propre sur soi, c'est que oui, ok, le mec il vaut 500 millions parce que sa boîte elle est valorisée à temps. Enfin, pour de vrai, il est payé 500 k par an à tout péter, et il est en France ou à Londres ou en Californie, donc il s'est coupé en deux sur la taxe, voire plus. Et alors oui, en théorie, il peut mettre une part de sa boîte en collatéral pour emprunter de l'argent pour acheter un immeuble, enfin pour acheter un appartement à Paris. Ok, déjà super l'idée, soit les en passant. Et dans quelle mesure tu peux vraiment le faire? Ouais, hein, il y a la théorie, il y a la pratique. Et donc finalement, notre monde à nous, il est quand même beaucoup plus cool. Tu peux faire du cash, tu peux foutre ça dans des boîtes, tu peux créer des boîtes derrière. On peut évoluer beaucoup plus rapidement. Et à l'heure où tous les SaaS vont devenir un prompt dans ChatGPT, bah écoute, nous avec nos conneries, peut-être qu'on sera toujours là demain.
Et donc, tous les SaaS vont se faire défoncer par des prompts, tous les capitaux humains vont se faire défoncer par des prompts. Il y a beaucoup de monde qui va devoir se poser sa question de sa reconversion professionnelle. Et pour se reconvertir professionnellement, ils vont aller où? Ils vont aller chez toi ou chez moi. CQFD, merci, au revoir, rideau, allez, c'est bon. Tu vois. Et, et du coup, tu vois, ces nouveaux éléments ont créé un regain d'excitation et d'enthousiasme pour nos métiers. Je pense que j'ai besoin de faire une pause. Pendant cette pause, j'ai pas rien foutu, hein, j'ai fait beaucoup de Web3. C'était intéressant. J'étais un peu désillusionné par le truc, mais très reconnaissant et enfin voilà, expérience positive, tu vois. Mais ouais. Ouais, en tout cas, je suis assez d'accord avec toi. Maintenant, moi, moi, j'ai une thèse 100%, c'est le principe que tout le monde va se faire remplacer par l'IA, que 90% des gens vont avoir du coup, le temps va être 90% sur une journée, 90% du temps des gens va être libre. Et les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bah, en fait, pour moi, ils vont aller droit vers le divertissement. Parce que c'est là où, enfin, en fait, tu donnes du temps à l'humain, il va se divertir et ça va être ça depuis la nuit des temps. Moi, je crois énormément, mais j'investis personnellement dedans. Dans la thèse du divertissement, aujourd'hui, c'est le truc qui fait le plus d'argent en vrai, c'est le divertissement. Au-delà de la reconversion professionnelle, je trouve que c'est entre les deux. C'est avant qu'ils se fassent full remplacer, les humains, ils vont encore avoir de l'espoir. Oh, je veux trouver un nouveau. Et ensuite, ils vont se faire remplacer. Et après, où est-ce qu'ils vont aller? Ils vont aller vers le divertissement. Aujourd'hui, le divertissement, c'est n'importe quoi. Même en termes de chiffres, même en termes de argent généré, non d'acteurs sur argent généré. Je crois énormément au fait de ramener la logique, pas direct response, mais agressivité opérationnelle qu'on a vraiment, nous, dans le Web 2, dans l'infoprenariat, dans l'e-commerce, dans l'affiliation, tu sais, ce truc où, bam, on arrive et on dégomme tout, quoi. De ce monde un peu de vieux, dans le divertissement, pas au ralenti, mais qui est très sous les deals. Ils ont des choses qu'ils font très bien, enfin vraiment très bien. Ils vont arriver, ils vont mettre un pot de vin à la bonne personne au bon moment, des trucs que nous on fait pas du tout. Mais il y en a des trucs que nous on fait très bien aussi. C'est l'agressivité opérationnelle. Et je pense dans 20 ans, aujourd'hui les gens qui ont le pouvoir, ils ont entre 40 et 60 ans. Et dans 20 ans, les gens qui auront le pouvoir, ils auront encore entre 40 et 60 ans. Sauf que ce sera nous, les mecs de 40 à 60 ans. Ouais. Et c'est aujourd'hui que ça se joue et qu'il faut faire la transition avec ça. Donc moi, je crois énormément dans cette poche du divertissement. Ouais. Je sais pas comment on est arrivé là. Non, mais je te rejoins. Si je peux élaborer sur le divertissement, tu sais, je pense qu'il y a 3 points. Le premier point, c'était le divertissement. Je crois d'un point de vue un peu étymologique et philosophique. C'est l'idée, en fait, de se détourner, tu sais, un peu de la conscience de sa finitude. T'es un animal qui va mourir. Et je crois que c'est Pascal qui dit ça. En gros, t'es un roseau pensant, t'es un animal qui sait qu'il va mourir. Et donc, tu vas faire tout ce que tu peux pour te détourner, finalement, de la conscience de ta finitude. Puis c'est sa phrase, le silence éternel, ces espaces infinis m'effraient, ou un truc comme ça. Enfin, Pascal, c'est pas mal, c'est un peu déprimant, mais c'est pas mal. Donc t'as ce truc un peu philosophique, tu es en mode, il y a une espèce d'angoisse existentielle, et les humains n'ont jamais été aussi angoissés qu'aujourd'hui, surtout les blancs. C'est vraiment angoissé les blancs, quoi. C'est vraiment un truc, quoi. Donc une espèce d'angoisse existentielle, sur laquelle tu rajoutes une angoisse professionnelle, sauf que l'angoisse professionnelle, c'est une angoisse de mort. C'est, si je suis mort économiquement, bah, peut-être que je suis mort aussi biologiquement, tu vois. Enfin, ces gens, enfin, ils extrapolent un peu le truc, quoi. Donc en fait, c'est pas juste qu'ils se font chier, qu'ils ont du temps libre. C'est qu'en fait, il y a une angoisse énorme dont ils veulent se détourner. Et comme ils ont buté Jésus et la religion et tout le reste, sauf dans certaines régions du monde, ils sont encore plus à poil face à cette conscience. Donc ils ont encore plus besoin de meubler et de trouver la dopamine, tu vois, et voilà. Mais c'est juste moi qui fais un peu de la branlette intellectuelle, enfin qui fait une surcouche de branlette sur ta théorie sur laquelle je suis 100% aligné. Ce qui est vachement, et ce qui moi, enfin pareil, encore une fois, pour aller dans ton sens, on a vu la répétition générale pendant le Covid. Personne n'a bossé, tout le monde était chez soi. Bon, enfin, télétravail, ouais d'accord, ok, enfin super, ok, grande productivité. Et tu vois, le Covid, c'est bah t'es chez toi, tu te fais chier, alors tu fais quoi? Bah tu scrolles pour mettre des boules sur TikTok et tu gambles. Tu gambles. Tu gambles sur de la crypto, tu gambles sur des actions, tu gambles sur, tu sais, tu prends ton revenu universel, donc là c'est ton Covid stimulus check aux États-Unis quoi, qui est ton revenu universel avant l'heure, et tu le gambles. Tu prends, et tu fais, ok, tu Uber Eats et gamble. C'est Uber Eats, Netflix et le reste, allez hop, sur le rouge, levier x100. Et tu vois, cette espèce de fenêtre là espèce de fenêtre de tir du Covid, c'est un peu la répétition générale du monde de demain, qui encore une fois est très aligné sur ce que tu dis. Alors j'ai pas forcément, tu vois, là, les échéances et la timeline pour savoir à quel moment. C'est assez graduel, mais on s'en rend compte, quoi. Là où les normies ont pensé que le Covid était une parenthèse. Tu sais que j'ai fait des avatars clients sur les normies récemment. Tu sais, les mecs, tu sais, qui ont travail, qui font des trucs normaux, enfin, tu sais, tous ces gens-là, tu vois. Et je les ai analysés.
je lui ai posé plein de questions, c'est super intéressant. Toujours en marketing, on ne juge pas son avatar. On l'analyse, on ne le juge pas. Peut-être qu'on trouve ça con, mais on doit pas être biaisé, on doit vraiment essayer de le comprendre. Enfin, croire que le client est con, c'est ne pas le comprendre, c'est pas réussir à lui vendre quelque chose, donc c'est pas gagner d'argent, donc c'est toi qui est con. Enfin, pas toi, pas l'air, mais il y a des gens qui nous écoutent. Donc, en observant les normies, j'ai tous posé la question du, ok, le Covid. Et il y a une parenthèse qui s'est fermée. Là où pour toi, je pense que tu seras d'accord, c'était une transition. C'est qu'il y a eu le monde d'avant, le monde d'aujourd'hui qui est le monde d'après, et où tout ce qu'on a vécu dans le Covid s'est installé et est en train de grossir, en termes de tendance, en termes d'inégalité, en termes de dématérialisation, en termes de basculement de la valeur ajoutée de l'ancienne économie vers une nouvelle économie, en termes de finalement de transition d'élite. C'est finalement les grands champions qui bossaient à Manhattan, ils ont été confinés comme des victimes, là où nous on était à Dubaï ou je sais pas trop où. Donc c'est qui les gagnants du système? C'est peut-être un peu plus nous que le mec à Manhattan, quoi. Et ça l'est encore plus aujourd'hui parce que nous, nos revenus en ligne, ils ont fait comme ça, et nos conneries, ils ont fait comme ça, nos bitcoins, ils ont fait comme ça. Et le mec à Manhattan, il a fait comme ça, il s'est fait taxer à 50%, et bon. Et il se fait égorger dans la rue, quoi. Bon, bref. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que les normies ont vu ça comme une parenthèse, ils n'ont pas du tout pris acte de la transition. Ce que je trouve fascinant, en fait, en termes de déni de réalité. Ou alors c'est nous qui sommes dans une bulle, possible. Mais voilà. Donc bref, mais en tout cas, oui, on va de plus en plus vers le divertissement. C'est en économie, il y a le secteur primaire, donc c'est en gros, grosso modo, agriculture et extraction de matières premières. Il y a le secteur industriel, donc fabriquer des trucs, ok, fabriquer des objets physiques. Il y a les services, donc ok, la banque, l'assurance, etc., les softwares. Et en fait, on inclut dans les services le divertissement. Et il y a un mec que j'aime bien, qui est pas un économiste, c'est un ingénieur, qui s'appelle David Shapiro. Je vais souvent chez lui pour pomper mon contenu sur l'économie du post-travail. Donc si jamais vous vous demandez d'où vient le contenu que j'ai pompé, c'est bien chez lui. Enfin, je l'avais cité quand même en pompant. David Shapiro, David, pas Ben Shapiro. Ben Shapiro, c'est un mec qui est pour tuer des gamins et bref, c'est autre chose. Donc David Shapiro. Et lui, en fait, sa thèse, c'est non, mais en fait, il faut dissocier le entertainment des services parce que en fait, c'est un vrai pan entier de l'économie à part, en standalone, tu vois. Et comme tu dis, encore une fois, c'est juste pour encore une fois élaborer sur ton propos. Oui, le divertissement va devenir de plus en plus important, mais divertissement vraiment au sens large. C'est qu'un mec qui joue au casino, c'est du divertissement. Un mec qui va sur Pum.Fun et qui essaie de devenir riche en crypto, c'est bien plus ce qu'il veut, c'est bien plus vivre un truc fort qu'essayer de devenir riche pour de vrai. Il croit qu'il veut devenir riche, mais en fait, ce qu'il veut, c'est vivre un truc. Et, 100%. ouais. Ouais, 100%. Enfin, la niche divertissement, elle s'élargit à beaucoup plus que ça. Ouais. Et observer que tu as fait un virage intéressant. Passer de Web 2 à Web 3, à vraiment un 100% un virage, et revenir un petit peu plus vers le Web 2 avec du coup ce que tu vas nous exposer à l'instant, qui a gagné, qui gagne vraiment, etc. Comment on fait un virage comme ça, une grosse reconversion professionnelle, quelque chose que moi, en dehors de faire des gros chiffres, petite parenthèse, au lieu de faire des gros chiffres, et lui, il est monté à 3M par mois, il est vraiment quelque chose que j'admire plus, que je value plus, c'est la capacité à tenir sur le long terme. Et je pense que ça a beaucoup plus de valeur de tenir sur le long terme que arriver à faire des gros mois et à profiter d'une vague. Aujourd'hui, tu es là ça fait un moment que tu es là, tu as su te réinventer. Je trouve que c'est clé dans l'entrepreneuriat, plus que faire de la TikTok automation et prendre un petit mois à 300 000, 1 million. Tu as su te réinventer. Web 2 à Web 3, là, revenir sur un peu de Web 2. Qu'est-ce qui se passe, cette transition agressive dans je vais 100% Web 3 et je quitte le Web 2? Et on reviendra aussi du coup sur ce qui s'est passé plus récemment. Ouais. En fait, la transition a été motivée par une thèse. C'est en 2020-2021, dans le Web 3, enfin, au Web 3, c'est la crypto, ok. Il y avait cette impression que les mécanismes de tokenisation, en fait, le Web 3, ça consiste à introduire de la propriété privée et de la valeur marchande. Tu vois, t'as une image, tu peux la tokeniser, la mettre sur la blockchain, ça devient un NFT et c'est potentiellement une valeur marchande. Je suis d'accord que ça n'a pas très bien tourné, mais c'est l'idée. Donc en fait, le Web 3, la crypto, permet d'introduire via des smart contracts, via des blockchains infalsifiables, transparentes, d'introduire de la propriété privée pour tout le monde dans l'humanité. Et le point intéressant, c'est, si tu regardes, d'ailleurs c'est un bouquin qui est derrière, je crois, c'est un bouquin qui s'appelle Why Nation Fail. C'est un bouquin qui demande qu'est-ce qui fait que le gros des gens dans le monde ont des vies de merde et vivent dans des pays de merde. Et la réponse, c'est des problèmes d'institution. Une institution en économie, c'est un ensemble de règles formelles ou informelles qui structurent les interactions entre les individus. Okay. La propriété privée est une règle. C'est dans la Constitution ou dans le Code civil, bref, ou dans la loi. Et c'est une règle. Et la plupart des pays dans le monde n'ont pas de propriété privée, qui sont appliquées effectivement. C'est que tu as une belle maison, le mec qui vient avec une calache, il la prend.
Et s'il n'y a pas de propriété privée, bah, tu vas pas investir. Tu vas pas faire d'efforts. Tu vas pas retaper la façade de ta maison. Tu vas pas prendre un crédit pour acheter un immeuble. Tu vas pas déposer des brevets. Tu vas pas lancer une boîte. Tu vas pas investir dans une boîte. Tu vois. T'as pas d'activité économique. Le développement économique du capitalisme ne peut pas fonctionner sans propriété privée. Et le capitalisme, on aime, on n'aime pas, ça marche même plutôt correctement. Enfin, c'est ce qui marche le mieux à ce jour. Et ce qui était intéressant avec la crypto, c'est que la crypto, c'était la possibilité d'insérer de la propriété privée, de rendre des mécanismes de propriété privée accessibles à n'importe qui dans le monde. J'ai un bitcoin, il est à moi. Alors ça, tu peux venir avec une Bitcoin Cash, mais pour que tu aies une Bitcoin Cash, il faut que tu saches que j'ai un bitcoin. Si je le dis à personne que j'ai un bitcoin, bah, tu vas pas venir avec une Cash chez moi. Ce bitcoin, je peux le mettre en collatéral pour emprunter de l'argent, de manière anonyme. Cet argent, je peux l'utiliser pour acheter des trucs, pour acheter des terrains, pour acheter des graines pour la récolte ou peu importe. Ça rapporte de l'argent, je rembourse mon collatéral, je fais autre chose. Je prends des parts dans un business, un truc comme ça, tu vois. Et avec la tokenisation, on pouvait aussi imaginer de nouvelles formes d'organisation. C'est que la société anonyme, c'est quelque chose inventé pendant la révolution industrielle. La révolution industrielle, c'est bon, bah écoute, on veut faire une usine. Ok, il faut beaucoup de capitaux. Ok, il faut se mettre à plusieurs. Ok, donc il faut bien qu'on définisse qu'on est tous copropriétaires. Donc on invente la notion de capital, de part du capital social. Et donc du coup, comment on se rémunère? Bah, avec du dividende, du coup au prorata des actions que t'as. Pour info, c'était inventé plus tôt, notamment à Venise, pour financer les expéditions commerciales. Voilà, pour ceux que ça intéresse. C'est un peu le proto-capitalisme. Mais c'est vraiment que la révolution industrielle, on s'est dit, ok, il faut inventer la société par action. Mais la société par action, c'est quelque chose qui est défini légalement, géographiquement. T'as la loi française, une société qui est incorporée en France au registre de commerce, etc. C'est pas quelque chose qui est fait pour l'ère d'Internet. Et quelque part, un smart contract ou une DAO c'est Decentralized Autonomous Organization. C'est l'idée que finalement, les personnes qui détiennent du token sont, pas au sens légal occidental du terme, les propriétaires de ce business, et aussi quelque part les décideurs, ils peuvent voter pour prendre des décisions. Plus ils ont de tokens, plus ils peuvent, plus un pouvoir de vote, pour voter sur le projet, le développement du projet, du protocole. Et donc, il y avait cette idée qu'on allait passer de sociétés anonymes à des DAO, on allait passer de mécanismes de loi tels qu'on le connaît à des mécanismes de smart contract où finalement on n'a pas besoin de faire confiance à l'État et d'appeler la police ou d'appeler un juge ou d'appeler un avocat si ça ne se fait pas. C'est le smart contract qui va exécuter de lui-même la transaction et du coup il n'y a pas besoin d'un intermédiaire de confiance, des intermédiaires centralisés. Bon. Et il y avait vraiment eu ce souffle très optimiste là-dessus. La version un peu dégénérée, c'est la version un peu meme coin, NFT, un peu coconne et un peu cash grab pour certains, qui peut être critiquée, mais qui a le mérite de faire la publicité pour l'écosystème dans son ensemble. C'est que les gens viennent dans la crypto pour la cupidité et restent en général pour des motifs un peu philosophiques ou des motifs technologiques, mais c'est pas plus philosophique. Donc en fait, la cupidité et les explosions, les pumps et les dumps et un peu la folie de la crypto, c'est un argument marketing pour le Bitcoin et pour l'écosystème dans son ensemble. Alors certes, on peut critiquer, je trouve ça pas terrible, et j'ai été critiqué parce que j'ai travaillé dans les mêmes coins, etc. Donc j'ai été ultra critiqué, et j'accepte les critiques, pas de problème. Mais finalement, s'il n'y a pas des entre guillemets, singeries comme ça, personne ne viendra dans la crypto. Donc il y a le volet un peu degen, un peu foufou, mais ce volet un peu degen, un peu foufou, lui, il précédait une idée qui était, au lieu que, en fait, ça précédait l'idée qu'on allait avoir des nouveaux modèles économiques. C'est qu'une communauté, un créateur, l'économie, la creators economy, etc., allait être tokenisée et qu'en fait, au lieu d'aller payer une formation, tu allais détenir un NFT qui allait te donner le droit d'accéder à des événements digitaux ou physiques ou des espaces membres avec du contenu. Et du coup, en fait, au lieu de payer en fiat et de s'embêter avec l'option de TVA et de Stripe et compagnie, ça allait passer par des tokens, etc. Et puis plus tu es actif dans la communauté, plus tu peux peut-être gagner des tokens. Enfin, il y a toute une token économie qui pouvait te penser. Il y avait vraiment cette idée qu'on allait produire quelque chose de nouveau. Long story short, mauvaise réponse, mauvaise théorie, ça a foiré. Finalement, ça a été juste de la cupidité. Que en dehors du Bitcoin, honnêtement, ok, t'as quelques belles plateformes de finances décentralisées comme AAV, Morpho. Morpho, c'est une team française, c'est vraiment quoi ce qu'ils font. Et des plus petites, notamment qui s'appelle Lagoon.finance, qui est super intéressant ce qu'ils font. Où tu es vraiment sur des logiques de financement, de lending, de prêts, d'emprunts, d'optimisation de yield, etc., qui sont vachement saines et qui n'ont aucun problème et qui fonctionnent bien. Ok, donc tu as quelques protocoles un peu sympas comme ça qui peuvent un peu remplacer ta banque, mais au-delà de remplacer ta banque, ok, Bitcoin super, les stablecoins super, et remplacer ta banque avec AAV super. Le reste, on y a cru. Et Facebook, ils y ont cru, ils se sont renommés Meta. Hein. Enfin, je veux dire pour Metaverse et compagnie, tu vois. On y a cru et finalement, on était un peu déçus tous. À qui la faute, je sais pas. Et quand tu regardes la crypto aujourd'hui, fondamentalement, c'est comme si on avait pris les pires accusations et les pires critiques et les pires parodies et qu'on les avait normalisées, puis foutu du stéroïde dedans. Et ça donne des trucs comme Pump the Fun qui sont vachement intéressants à observer
qui sont ultra extra. Paymentation, c'est une plateforme où n'importe qui peut lancer un coin en 2 clics, mais aussi le rug en 2 clics. Donc en gros, défoncer tout le monde, quoi. Partir avec la caisse. Et c'est des dizaines de milliers de coins qui sont lancés par jour. C'est n'importe quoi. Donc c'est méga extractif. C'est méga, degen, c'est méga destructeur, c'est méga cynique, c'est méga tout ça, quoi. Et finalement, la crypto aujourd'hui, c'est quelques très beaux protocoles qui font des belles choses, le Bitcoin qui vit sa vie, les stablecoins qui sont des évolutions absolument incroyables, mais c'est pas vraiment le sujet là maintenant tout de suite. Et finalement, une espèce d'énorme casino. Et finalement, les gens, à la fin de la journée, ils semblent vouloir du casino. Donc, la crypto, c'est devenu un casino géant. Mais c'est un casino dans lequel les gens, aujourd'hui, s'imaginent qu'avec des compétences, ils peuvent battre le casino. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas, parce que je ne suis pas un gambler. Donc, je suis pas vraiment dans les tranchées, comme ils disent. Donc voilà, en fait, le truc où il y avait ce nouveau modèle, ce nouveau paradigme qui est apparu, au moins théoriquement, qui techniquement fonctionne, c'est que les DAO, voter on-chain avec les tokens, les NFT, etc., ça fonctionne, ça marche. Les smart contracts, ça fonctionne, ça marche. Parce que d'un point de vue technologique, ça marche. D'un point de vue théorique, ça marche. D'un point de vue pratique, projet, succès de projet, gouvernance, croissance, au-delà de quelques beaux protocoles de finance décentralisée, ça n'a pas forcément donné grand-chose à ce jour. Voilà, c'est un peu... Et du coup, moi, je suis rentré un peu pour le côté foufou. Cette thèse m'a beaucoup séduite. Je suis resté pour cette thèse. Et finalement, aujourd'hui, je suis moins actif. Je reste actif comme investisseur long terme dans certains protocoles. Je mets des tickets VC dans des équipes. Voilà. Mais c'est des tout petits tickets. Tu vois, des petits tickets VC dans des équipes en mode, voilà, pour un peu soutenir les trucs. Donc, je reste actif, je reste curieux, je reste optimiste. Peut-être qu'il faut que quelque chose foire vraiment en Occident pour qu'on se dise, ça, c'est mieux que ce qu'on a. Pour le moment, ça n'a pas foiré. Ça va mal, mais ça n'a pas foiré. Donc, est-ce qu'il faudrait un incident monétaire, un incident institutionnel pour opérer ce basculement? Comme on a vu en Russie récemment, les Russes et la crypto maintenant, enfin, ils utilisent tous la crypto, quoi. Les Russes et l'économie parallèle, en fait, l'économie parallèle, c'est aussi rare. Enfin, c'est aussi vieux que la Russie, quoi. C'est synonyme, quoi. Enfin, c'est vraiment un truc. La Russie n'a jamais vraiment eu d'économie organisée, sans corruption. Enfin, c'est l'époque tsariste, c'était n'importe quoi. L'époque communiste, c'était n'importe quoi, a fortiori. L'époque d'aujourd'hui, c'était n'importe quoi. Poutine a mis un peu d'ordre, mais tu vois, bon, ça reste. Là, je te dis, j'y ai voyagé quelques fois, mais je connais pas forcément très bien. Bon, c'est moins bordel que ce qu'on raconte, hein. Mais il y a même cet appétit pour. En fait, l'État, il s'en branle. L'État, il est pas surendetté. Donc, il n'a pas besoin d'aller fliquer les gens. Donc, les gens soient en rouble, en stablecoin, en machin. Je crois que l'État ferme un peu les yeux parce que l'État n'a pas de problème de financement aujourd'hui. 100%. Et du coup, ouais, tu fais ta transition vis-à-vis de cette thèse. Ouais. Tu t'aperçois qu'elle est partiellement vraie, que peut-être que ça prendra plus de temps que prévu, que il y a énormément de potentiel, ça met du temps. Comment est-ce que tu fais cette transition Web 2, Web 3? Est-ce que tu as juste été en mode, il y a une opportunité, je la prends, fuck le reste? En fait, le Web 2 vers le Web 3, c'était pour moi très séduisant. Donc, c'est même plus cool. Donc, je me suis dit, je vais faire ça, ça m'intéresse. J'ai bossé un temps là-dedans, c'était intéressant. Et en voyant le cycle actuel où finalement ce qu'on me propose c'est Pump.Fun et Hyperliquid, je me dis est-ce que je veux travailler là-dedans? Est-ce que j'ai de l'appétit? Pas vraiment. Est-ce que je me vois investir éventuellement dans quelques protocoles un peu intéressants? Oui. Mais est-ce que je veux être opérateur là-dedans? Non. Donc j'ai ça dans mon portfolio. C'est cool. Tu vois, je suis advisor, je suis early investor et advisor de plusieurs protocoles, un peu sérieux, qui totalisent quasiment 10 milliards. Tu vois, Ouais, 100%. Et, donc, c'est aussi intéressant comme challenge. Mais je suis pas opérateur, je suis pas CEO, je suis pas CMO, je suis early invest et head of common sense, quoi. et à un moment, donc, tu as même écrit un livre sur le sujet, tu étais vraiment en mode Web3, 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 Web3. Ouais. Aujourd'hui, c'est moins le cas. Comment est-ce que tu fais ce virage dans l'autre sens de je lance des VSL à je me mets full dans le Web3 à je reviens et je lance une newsletter? Comment, et je suis juste un investor, est-ce que tu fais la vie, juste t'es là, tu prends des opportunités et en fait Web 2, Web 3, c'est juste une opportunité différente. Newsletter, VSL ou c'est des investors, en fait, c'est juste une opportunité et juste on me tend la main et puis elle arrive, quoi. Enfin, c'est cool, tu vois. Le matin, tu prends un café avec un mec qui gère 200 M, enfin qui crée un protocole qui gère 200 M. À midi, tu vas parler avec un type qui fait des technos IA sur de la vidéo un peu en mode Hollywood, donc pas des clips de 3 secondes, tu vois, la Sora, mais des trucs vraiment beaucoup plus poussés et intéressants. L'après-midi, tu fais un peu de recherche parce que tu es à la rue sur qu'est-ce qu'on pourrait faire sur, je sais pas, les business de newsletter et ce qui marche aujourd'hui, qui fait du pognon, comment, etc.
Et après, au dîner, t'es avec un type qui, je sais pas quoi, enfin, tu vois, c'est Enfin, c'est stimulant intellectuellement et tu te retrouves autour d'opportunités. stimulant, quoi. Et mon rôle reste le même. Mon rôle, c'est Head of Common Sense. Et après, ce qui est super intéressant, c'est de prendre des choses dans des industries et les ramener dans d'autres. Un exemple. Si le Web3 en marketing, c'est faire un truc, c'est créer des communautés. Le Web3 à l'ère d'aujourd'hui, c'est quasiment que du vent. Donc, pour qu'il y ait de l'adhésion, alors, ok, il y a la cupidité qui peut motiver l'adhésion de certains acteurs, mais ça suffit jamais. Tu crées pas une communauté sur la cupidité. Tu peux créer de l'engouement, de l'engagement à court terme sur la cupidité, mais tu crées pas une communauté sur la cupidité. Le Web3, c'est la meilleure école de création de communauté. Tu prends les startups AI aujourd'hui qui font de l'IA. Il y en a combien qui ont une communauté derrière? Quasiment aucune. Tu prends les skills Web3. Tu prends des mecs, des community builders Web3. Dis-moi, les gars, vous en avez marre de prendre des, ok, bon, alors, venez. Il y a l'autre autiste qui fait une techno. Vous allez juste faire la communauté derrière le truc. C'est pareil. Hein. C'est le même mécanisme, voilà. La cupidité en moins. La cupidité est un accélérateur d'attention, mais donc tu n'as pas cet accélérateur d'attention, mais t'as autre chose. T'as tout le reste. Et bah t'arrives, et en fait, même si ton product IA est moins bon que la concurrence, si t'as la communauté la plus déterre derrière, les mecs les plus chauds, les mecs les plus engagés, les mecs les plus ce que tu veux, tu win. Donc tu vois, tu prends les savoir-faire là, tu prends les capitales humains là, tu allez mec, venez, on va là-bas. Là-bas, il n'y a pas un seul mec qui fait une communauté. Allez, bim, ciao. De fait, quand tu passes de l'un à l'autre, après, tu t'es avec les mecs, t'es avec les Valères de ce monde. Tu vois, donc t'es Valère, tu fais un point copywriting conversion chez Valère. Tu retournes voir les mecs qui font le protocole DeFi. Tu lis leur page, dis copywriting, ça vous parle? Non, ok, très bien. Bon, on va faire un truc, c'est qu'on va parler en anglais et en français dans leur langue. Donc, je dirais onboard the next billion users through decentralized algorithmic machin channel bidule. C'est bien. Je comprends que ça vous fait marrer. Vous êtes quatre voilà, mais le résumé, il comprend rien. Venez, on met des mots que les gens comprennent. Ah putain, les mecs, bah, soudainement, ils comprennent. Bah oui, forcément, quand les mecs, quand tu leur parles en anglais et qu'ils sont anglais, ils comprennent, tu vois. C'est assez, la vie, c'est assez simple. Mais tu vois, il faut revenir faire un tour avec les mecs du Web 2 bien agressifs, qui sont en mode, j'ai 3 secondes pour convaincre. Bah, tu prends, hop, ce skill set, tu recharges un peu là. Ceci, quand je parlais avec les mecs, moi, je vous donne du common sense. Mais en échange, je récupère des choses. Je récupère des best practices, des chiffres, des contacts, des infos, des techniques, des tendances, des secrets. Tu sais, j'ai un pote comme ça, j'en ai parlé une fois dans une vidéo. C'est le mec qui vit sa best life, il traite des secrets. C'est le mec, il vit que au Four Seasons au Mandarin oriental, et il traite des secrets. Le mec, il va te dire, il t'appelle toujours out of nowhere, il te dit, bon Arnaud, tu as fait trop à merde là, ok, bon, je viens dans ton trou à merde, ils ont Four Seasons, oui, ok, très bien. Et ton prix est le mien, et pendant la journée, je vais te poser des questions. Je fais de marketing. Ton prix est le mien, donc tu dis, tu demandes un prix, je paye, je m'en fous, je m'en bats les couilles. Ça, mais c'est pas longtemps qu'il bosse plus. Bon. Et non, pas d'argent. Moi aussi, j'ai des questions. Et donc, il vient, et le mec, bah voilà, on se fout Four Seasons, et pendant toute la journée, il pose des questions, il pose des questions, il pose des questions, il pose des questions. Ok, lui, il fait quoi? Ça marche comment? Qu'est-ce qui marche aujourd'hui? Tu fais quoi? J'ai vu passer des trucs, bullshit, pas bullshit, comment ça marche, à qui derrière? Il pose. Et après, bah, moi aussi, je posais des questions, je pose des questions. Et en fait, le mec, sa vie, c'est de trader des secrets. Et je trouve que c'est la best life sur Terre. Le mec doit avoir le mec a un bac de thunes que je ne connais pas, mais qui a l'air d'être plus que confortable réparti sur quelques banques privées sur quelques continents. Il en branle pas une. Et il est en mode, je traite des secrets. Soit contre du dollar, soit contre d'autres secrets. Je traite des secrets. Et ça, pour moi, c'est, tu vois, c'est le summum du game, quoi. Et il a moins d'argent que bon nombre de gens très riches. Et putain, ça, c'est une life. Enfin, pour moi, c'est une life, quoi. Tu vois, parce que j'aime bien le monde des idées. Et il y a un peu de ça, tu vois. Les mecs sont dans différentes industries. En fait, et aussi, ce qui est ouf, c'est qu'en fait, t'arrives dans des mecs vraiment bons en DeFi, machin, smart contract, audit des smart contracts, sécurité des smart contracts. Et t'arrives et t'as juste, mais t'as un niveau de marketing où dans le Web 2, tu tiendrais pas 2 jours, tu te ferais terrasser la gueule, tu vois. Mais tu avec ce niveau-là, dans cette industrie-là, les mecs sont tellement à la rue en marketing qu'ils te regardent comme si c'était Jésus. Ouais. Et le mec, tu vois, tu passes, moi, ça m'est arrivé de passer 30 minutes avec un mec, il me dit, vas-y, envoie-moi un wallet. Je dis, ouais, qu'est-ce que tu veux? Il m'envoie 10 000 balles. Je dis, t'es pas obligé, hein, t'es le pote du gars, lui, c'est mon pote, j'ai passé un bon moment, ça a pas pris beaucoup d'énergie, hein, j'ai pas brûlé beaucoup de calories pour te dire que faut que tu parles en anglais sur ta landing page. Dont une fois, le best, c'était le mec, il m'envoie son site, donc on est en réunion, donc les deux parlent russe. Donc j'ai mon pote qui lui parle aussi russe, donc ils sont à la loge, hein. En plus, ils ont des bonnes gueules de russe, tu vois. Ça, c'est pour le délai de faciès, mais. Donc, les mecs, ils parlent pas en anglais, ils sont là, ok. Donc, mon pote, il dit, ouais, bon, bah, Boris et machin, ils veulent que tu regardes leur site et que tu leur dises, voilà comment l'améliorer. Ok. Qui file le site.
Ok. Moi, je peux te dire un truc en anglais. J'ai dit, mais mec, il est en russe, le site. Il est où le drapeau peut être anglais? Pote, il dit, attends. Il baragouine. Les mecs baragouinent. Il fait, bah, il est que en russe, le site. Ok. Donc, moi, je dis, donc t'es quand même au courant que si vous n'avez pas de traction en dehors de la zone russophone, c'est pour ça. Il fait, attends. Il baragouine. Le mec ouvre grand les yeux. Il baragouine. Et là, il me dit, tu prends combien? Je dis, non, je te ma gueule. Enfin, je veux dire, non, mais non, tu vois, c'est vraiment arrivé, ce truc-là. Tu vois, c'est vraiment arrivé. Et les mecs avaient levé 90 millions. Le mec, il avait levé 90 millions. Effectivement, là, t'arrives avec un niveau de bon sens paysan, mais qui vaut que dalle. Et tu sors de la réunion avec 500 000 balles, quoi. Tu vois, je veux dire, tu vois, et c'est même pas, tu vois, que t'es un prédateur, quoi. Je dis, allez, mec, bon, on va parler en anglais, d'accord? Après, on va faire des phrases normales. Et, on va donner envie aux gens de s'intéresser et de comprendre. Ah, ok, d'accord, tu vois. Et c'est vrai que dans Web3, il y avait aussi ce genre d'opportunité, quoi. Enfin, c'est beaucoup moins vrai aujourd'hui. C'était vrai il y a quelques années, aujourd'hui, ils sont quand même un peu moins cons. Mais, où ils ont un peu compris, tu vois. Mais tu vois, le fait de passer d'une industrie à l'autre, où tu peux picorer, t'apprends un truc ici, tu le files à l'autre, tu prends un petit un mec qui est super bon là-dedans, vas-y, fais un call avec lui, il va te briefer et tout, hop, t'arranges le call, tout le monde est heureux, tout le monde passe un bon moment, boum, boum, boum. Ouais, pour moi, c'est la meilleure life. C'est la meilleure life. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. J'allais dire que ça fait sens que moi, en e-com, la plupart des gens, genre, même en 2025, ils mettent pas d'upsell et que tu arrives aujourd'hui, tu mets des upsells, tu mets un bump et tu fais de l'argent. Ah ouais. Euh, mais c'est vrai que mettre le site en anglais, enfin, bon, bref. Mais ouais, 100%. Et moi, c'est une grosse force que j'ai aussi, que j'identifie. C'est en fait le panel de je vois tellement de choses au quotidien. Ça fait tellement longtemps aussi que je vois des VSL, que je clique celle tout partout. Je suis là, je clique, j'achète, je regarde, je l'étudie. Et en fait, me donne un panel de d'informations. J'arrive, je réplique, et puis dans une autre niche, les mecs en e-com, c'est quand même les mecs en e-com. Enfin, normalement, c'est les mecs qui optimisent tout. Ouais. Mais toujours pas d'upsell en 2025. Enfin, c'est Ouais, là, et en fait, ouais, en fait, enfin, certes, on a vu la grande démonétisation, mais en attendant, c'est un monde d'opportunités, pour quiconque n'a pas de hier, quoi. absolument. En attendant, c'est la grande monétisation. Et je pense que c'est la période de la grande monétisation. On a encore quelques années devant nous et se sécuriser pour nous et notre famille. Bah écoute, Arnaud, merci beaucoup pour ton temps. On va te laisser là-dessus. Et c'était un agréable moment hein, à discuter avec toi. Donc, bah écoutez, on mettra ta chaîne, etc. en description. Super. N'hésitez pas à liker, vous abonner. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci Arnaud. Super. Merci à tous, merci. Salut. Salut.